j'ai envie de commencer en vous disant, vous êtes là, vous êtes des libéraux, et qu'est-ce qui vous rapproche, tous les deux? Honneur aux dames, donc, pour dire ce qui nous rapproche. Bon, premièrement, ma chère Sophie, je me permets de te remercier pour cet accueil. C'est déjà la 3e fois que je viens dans ce cercle éthique magnifique. La dernière fois, c'était pendant l'élection municipale, et je me souviens qu'on s'était dit jamais 203. Et puisqu'il y avait eu énormément de questions à la fin, et que Sophie de Menton, très autoritaire, avait mis fin aux questions, on s'était dit « je reviendrai » pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Donc on va beaucoup parler d'entreprise, mais dans mes souvenirs, à la fin, ce qui intéressait les entrepreneurs, c'était beaucoup la politique et les questions de stratégie politique. Donc moi, je parlerai d'économie, et si vous voulez parler de politique, je dirais que je vous répondrai à la fin. Maintenant, pour ce qui nous rapproche, David Lisnard et moi, je pense que il ne fait aucun doute qu'on a beaucoup de points communs. Je dirais que ces points communs découlent de certaines similarités qu'on peut retrouver à nos parcours. D'abord, nous sommes 2 Méditerranéens. Et je pense qu'être méditerranéen, ça implique aussi un rapport différent à l'État. Un État en France qui était plus lointain, donc qui apparaissait parfois plus prédateur que protecteur. Ça implique aussi, si on lit Emmanuel Todd, des structures familiales qui sont différentes. Une famille qui peut être beaucoup plus solidaire, une vie un peu plus communautaire, pas du tout dans le sens religieux du terme, mais familial du terme, et donc une forme de méfiance vis-à-vis de l'État-providence, parce que le noyau familial et la cellule alentour subsiste déjà, fait déjà des actions de solidarité qui sont plus volontaires, donc on perçoit l'État, la taxation, peut-être avec une forme un peu plus distante que n'a pu l'être historiquement le Nord. Au-delà de cet aspect méditerranéen, je dirais qu'on a un autre point commun, c'est que nous sommes tous deux fils et filles de commerçants. Mon père était commerçant pendant toute sa carrière. Il a tenu une boutique de prêt-à-porter, donc là on est encore un plus proche, je crois, de ce qu'a fait David Lisnard ensuite dans sa vie. Et là encore, la sociologie commerçante, je pense, induit des comportements. Je ne vais pas aller jusqu'à dire que l'administration est malveillante avec les commerçants, mais si, je pense qu'on peut l'affirmer. On peut l'affirmer. Je me souviens d'ailleurs que lorsque je suis arrivée à l'ENA, le premier jour de ma scolarité, le directeur de l'ENA a voulu faire une sorte de sondage, il se prenait pour Frédéric Dabi, donc il a fait une sorte d'enquête sociologique dans la promotion en demandant à chacun, levez la main si vos parents étaient fonctionnaires. Et donc là, vous imaginez, les 70 dans une promo de l'ENA, la majeure partie de la salle lève la main, donc moi je me retrouve un peu à être timide à l'époque. Je me souviens, je me disais, bah tiens, je suis pas fils de fonctionnaire, peut-être que c'est une tare dans ce milieu. Et puis, tous étaient fils d'enseignants, en tout cas pour la majeure partie de ceux qui étaient fonctionnaires. Leurs parents n'étaient pas ministres, mais pour beaucoup enseignants. Je fais une toute petite parenthèse parce que c'est intéressant. Je me suis beaucoup intéressée au fait de savoir pourquoi les enfants d'enseignants étaient très souvent plus forts que les autres dans les concours de la République française. Et il y a un facteur qui l'explique. C'est pas parce qu'ils connaissent parfaitement le système et que les profs sont forcément géniaux. Il y a un facteur qui l'explique. C'est la présence des parents quand les enfants rentrent de l'école. Je ferme cette parenthèse, mais c'est vraiment le facteur le plus déterminant. On creusera un petit peu. Je voudrais aussi que David nous dise globalement. Et donc, ce qui vous rapproche. Je finis juste ma phrase donc, sur ce point-là. Donc, je dirais que le fait d'avoir une sociologie familiale méditerranéenne plus la partie commerçante qui, à mon avis, là aussi engendre certains comportements ou alors, en tout cas, un principe de réalité plus fort que ceux que j'ai croisés à l'ENA et ailleurs ensuite dans l'administration. Je pense que ça nous rapproche et que ça explique aussi qu'on ait souvent des réflexes similaires face à l'actualité. À moi ? À toi. D'abord, merci Sophie de Menton, merci à toute l'équipe et merci à vous tous de passer ces quelques instants avec nous, et ce qui témoigne de votre attachement civique et certainement de votre attachement à la France, qui est un point qui, me semble-t-il, nous rapproche. Pour commencer à répondre à la question. Ils disent tous ça. Hein. J'ai été sensible à ce propos qui prouve que Sarah Knafo a étudié un peu ma vie, donc ça m'a flatté. Et effectivement, je pense que l'atavisme commerçant, le fait d'avoir grandi dans le risque,
Moi, mes deux parents étaient commerçants après avoir été sportifs et artistes. D'avoir vu des périodes de prospérité, mais aussi les huissiers à la maison, de tout simplement avoir appris, non pas dans les mots et dans les discours, mais à être indépendant. C'est un élément structurant et je me rends compte avec l'expérience de l'âge, puisque un des points qui nous différencie est mon âge beaucoup plus avancé, c'est que cette expérience que j'ai eue, non seulement par mes parents, mais par ma vie quotidienne, puisque moi, mes enfants ne pourront pas dire que leur père était énarque. Hein. Je ne sais pas si c'est bien ou mal pour moi, mais je n'ai pas eu ce parcours-là. Et donc, ensuite, d'avoir été dans l'économie du risque, d'avoir tenté des choses, échoué parfois et réussi de temps en temps, structure le caractère. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que dans ce qui nous rassemble d'abord, c'est avant tout Sophie, c'était parfois la première évidence, et ensuite une volonté que je pense, nous avons en commun, j'espère, je le crois, de refuser le fatalisme. Moi, mon ennemi, c'est pas les gens qui investissent, ce qu'on appelle la finance. Mon ennemi, c'est pas les chefs d'entreprise américains, y compris dans leur approche prédatrice. Il faut s'en prémunir. Mon ennemi, c'est le fatalisme français. C'est le conformisme. C'est tous ces mots, le technocratisme. Bref, tout ce qui sclérose l'action, tout ce qui détourne l'argent des contribuables, soit de la prospérité, soit du service public. Tout ce qui affaiblit notre nation. Et en cela, je crois qu'il est absolument indispensable, dans cette période qui nous sépare de l'élection présidentielle et des élections législatives que nous préparons aussi à Nouvelle Énergie, n'hésitez pas à adhérer, c'est déductible des impôts. Financer un parti libéral avec une partie de déduction, c'est assez jouissif, je vous le recommande. Ça s'appelle Nouvelle Énergie, c'est en ligne, c'est formidable. Vous pouvez faire des dons jusqu'à 7 500 € par personne. Un couple, c'est 4 000 €, et vous imaginez les 60% de déduction que vous aurez. Bref, on a quelques semaines, quelques mois pour bousculer les habitudes, pour faire entendre une voix indépendante et libre, pour faire certainement rayonner ce prisme méditerranéen. Mais juste un truc, c'est que moi j'ai été baptisé à Cannes, ma famille paternelle est cannoise, pêcheur professionnel depuis très très longtemps, puis ensuite dans l'hôtellerie, etc. Mais j'ai grandi une période de ma vie à Limoges, Olivier pour en témoigner. Et ma conscience politique, je pense que si j'avais grandi toute ma vie à Cannes, je ne sais pas si je serais là aujourd'hui. Parce qu'on était vraiment bien. Quand j'étais gamin à Cannes, quand j'étais jeune à Cannes, c'était ouvert sur le monde, c'était formidable. C'était d'une liberté totale, etc. Mais quand vous êtes commerçant à Limoges, où j'ai repris des commerces après, dans les années 70 et 80, croyez-moi, ça forge le caractère. Que vous voyez une bourgeoisie de gauche très implantée depuis des siècles et qui vous fait des leçons de morale toute la journée, qui, parce que vous vendez des fringues, effectivement, puisque, comme vous, c'est un point qui nous rapproche et j'y suis très sensible, dans le prêt-à-porter, je l'ignorais, et qu'on vous traite de poujadiste parce que vous avez quelques commerces et que vous êtes cotisant. Les soldes vont être allongés d'une semaine. Que ma conscience politique, elle est venue de là, de façon un peu par réaction. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup plus de liberté, d'indépendance, de joie de vivre de l'autre côté. Voilà. Alors je pense que c'est peut-être un point qui nous rapproche aussi parce que moi j'essaie de prendre du plaisir dans la politique, mais alors il y a une grande différence, c'est que Sarah Knafo, elle sourit, je ne sais pas comment elle fait, elle est extrêmement souriante et tout, et moi je fais la gueule, après on me dit mais t'as fait la gueule, et c'est vrai, je ne le fais pas exprès, je suis plutôt sympa en fait, je voulais vous le dire, mais j'y arrive pas, je vous jure, et c'est peut-être le syndrome de l'imposteur que j'ai soigné, rassurez-vous, mais c'est celui de se dire d'être toujours trop concentré. Donc voilà, je suis très admiratif de cette capacité d'être limpide, parce que c'est une réalité, et tout en étant extrêmement comme ça avenant et souriante. Et je voudrais, ce que vous avez dit, c'est très amusant. Et c'est incroyable parce que vous vous êtes défini, et vous vous êtes défini par rapport à votre famille, par rapport à une histoire entrepreneuriale. Donc c'est formidable, c'est vous-même qui vous êtes défini par rapport à ça. Et je pense à un candidat qui était venu ici, qui avait écrit un bouquin, et j'avais dit, mais je l'ai mal lu, votre livre, parce que j'ai dit, mais pourquoi l'avez-vous mal lu? Je dis, j'ai recommencé parce que j'ai pas vu une seule fois le mot entreprise dedans.
Il me dit, mais c'était pas l'objet. Et je trouve que c'est un candidat majeur aujourd'hui et que cette réponse, pour moi, a été définitive. J'ai dit, mais quand même, c'est un programme, c'est pas l'objet. Et là, il m'a expliqué comment l'État était structurant et comment notre pays n'existait que par l'État et qu'il fallait pas penser autre chose. Et nous avons, et ça c'est une chance, nous avons aujourd'hui des sondages qui le prouvent, et encore un ce matin d'un mauvais institut, parce que c'est pas l'IFOP, mais quand même, qui dit que les Français veulent absolument voir le chef d'entreprise prendre des positions, non pas du tout être politique et faire de la politique, c'est pas ce qu'ils veulent. Ils veulent qu'on nous écoute, qu'on écoute les chefs d'entreprise. Ça c'est fondamental. Et comment allez-vous inverser dans une campagne électorale où on va distribuer, raser gratis, démultiplier les climatiseurs, les policiers, enfin tout ce qui peut exister. Comment allez-vous, dans votre campagne, recentrer et faire que l'entreprise soit au cœur du sujet? Parce que quand même, c'est la colonne vertébrale de la France. Je veux dire, tout l'argent qu'on dépense et toute notre dette, c'est nous qui l'alimentons, c'est pas la dette, mais l'argent qui va la rembourser. Donc, comment est-ce que vous pensez vous y prendre pour vraiment casser la baraque, là? Qui veut commencer? Vaste question, je vais essayer d'être courte et avenante, puisque maintenant la pression est sur mes épaules pour le rester tout au long du déjeuner. Oui. Mais bon, ça va, ça m'est assez naturel. On peut pas forcer sa nature trop longtemps, généralement. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour cette présidentielle pour réussir à amener ce programme qui est nécessaire, vital pour la France et urgent à mettre en œuvre? Je dirais qu'il faut faire une grande distinction quand on présente les choses entre deux notions. D'abord la notion de sacrifice et ensuite la notion d'effort. Si on présente le programme qu'on doit mettre en œuvre comme un programme sacrificiel, en promettant que ce sera du sang et des larmes, que vous allez voir ce que vous allez voir, on va couper partout, on va raser gratis, on va tronçonner partout, là vous pouvez être sûr qu'on n'obtiendra pas de majorité. À l'inverse, si on montre qu'en réalité on ne propose pas un programme de rigueur ou d'austérité, mais un véritable programme d'enrichissement, alors là on y arrivera. Et c'est là qu'il faut faire la distinction entre le sacrifice et l'effort. Quand vous vous sacrifiez, c'est l'État qui vous demande de bien vouloir, vous, faire le sacrifice que lui ne fera pas. Suivez mon regard, c'est ce que vous demandez François Bayrou. Quand il disait « vous allez travailler 2 jours fériés gratuitement pour qu'on puisse rembourser la dette ». Et là, si on regarde les chiffres, vous savez peut-être que j'aime beaucoup les chiffres, ce que rapportait à l'État le fait que les Français travaillent gratuitement 2 jours fériés, c'était 4 milliards par an. Imaginez, 4 milliards pour rembourser 3 400 milliards de dettes. Ça donne envie de se pendre. Personne n'a envie d'aller faire tout ce sacrifice pour essayer de corriger les erreurs d'une classe politique qui a fait n'importe quoi depuis, au minimum, 1974. Dernière année où on a voté un budget en équilibre. À l'inverse, la notion d'effort, c'est de dire aux Français, certes vous allez travailler, mais vous allez percevoir, vous et immédiatement, le fruit de vos efforts. On ne demande pas aux Français de le faire pour leurs petits-enfants, leurs arrière-petits-enfants, pour des notions abstraites et macroéconomiques. On leur dit de le faire pour eux-mêmes. Si vous travaillez, vous percevez immédiatement le fruit de vos efforts. Et comment ça, immédiatement ? Alors, j'en viens merci beaucoup, Sophie, de faire mes transitions. C'est parfait. Donc, j'en viens à l'aspect concret. L'objectif et la ligne que je défends, c'est de dépenser moins, que l'État dépense moins pour pouvoir taxer moins, pour que les Français gagnent plus. Donc, de faire des économies massives. Je vous ai apporté la liste avec moi pour ne jamais parler dans le vent. Et si l'un de vous me la demande, je me ferai un plaisir de vous dévoiler milliard après milliard toutes les économies qu'on va faire, dans l'optique de pouvoir ensuite baisser massivement les impôts. Et là encore, je peux vous en citer. Il ne s'agit pas juste de dire on va alléger les charges et puis de vous laisser comme ça avec des grands mots que tout le monde vous a répétés, mais de dire précisément quels impôts on va supprimer. Je spoil d'avance la suppression des impôts de production, qui est nécessaire. Je sais que dans la salle, certains les paient, et ces impôts qui sont économiquement absurdes et qu'il faut impérativement supprimer, pas alléger, pas baisser de X%, supprimer. Les droits de succession de la même manière. Et ensuite, les charges sur les salaires. Donc ça, c'est le gros morceau. C'est 90 milliards à rendre aux salariés, ce qui implique la plus grosse augmentation salariale de toute l'histoire de la Ve République, à savoir plus de 10% de plus sur tous les salaires. Alors, stop. Comment fait-on reposer, parce que ce que Sarah vient de dire est très intéressant, comment fait-on reposer le modèle social français autrement que sur le travail ? Alors, plusieurs choses.
D'abord, pour répondre à la question fondamentale, ça ressortait des propos de Frédéric Dabi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un problème de demande politique. Ça, il faut bien le comprendre, à part dans certains milieux, certaines grandes villes, etc. Il y a un problème d'offre politique qui est pléthorique et qui est à côté de la plaque. Or, donc la question, c'est comment on arrive à gagner dans un pays qui est sous perfusion publique, comment on arrive à gagner les élections, et ensuite, une fois qu'on a gagné les élections, comment on arrive à réformer le pays et à ne pas créer la révolution. Comment on arrive à gagner, alors c'est peut-être performatif ce que je dis, mais moi, de mon vécu à la fois en entreprise, encore récent, il y a eu un cabinet d'audit, des commerces, etc., dirigé un centre de congrès aussi, mais de mon vécu aussi de maire, de praticien. Moi, je suis un praticien, voilà. Il faut le comprendre, mais c'est ce qui est formateur. Je retire une chose, c'est qu'une immense majorité de Français sait que la France a besoin d'un patron. Je le dis partout, je ne le dis pas qu'ici. C'est pas un mot péjoratif. Certains qui travaillent avec moi le savent, ça fait des années, je dis, voilà, ils veulent un patron. Quand je me suis présenté à la mairie de Cannes, tout le monde me disait qu'on n'arriverait pas à baisser la dette, qu'on n'arriverait pas à baisser la fiscalité, qu'il y avait eu des aventures de clientélisme, que de toute façon il y avait une telle ponction croissante de l'État, et ça s'est vérifié, puisque l'État nous a pris 240 millions d'euros sur les finances depuis 2014, de la commune, et pourtant, on a baissé la masse salariale de 20%, sans transférer, sans faire du hors-bilan. Ce sont les agents maintenant qui me font le CAPEX, qui me font l'investissement, parce que c'est eux qui me proposent les investissements pour les gains de productivité, et je leur propose la moitié des gains, c'est pour le budget général, donc pour le contribuable, la moitié des gains sont pour les agents qui restent. Ce sont eux qui me disent si je dois renouveler ou pas les départs à la retraite, si je dois externaliser ou pas. Alors ça, je regarde un peu quand même. Ce sont eux. On a baissé la masse salariale, on a baissé la dette en 12 ans de 82 millions d'euros. On vient de baisser la fiscalité de 3,6%. On a multiplié par 10 la capacité d'autofinancement. Dans une ville qui a un taux de pauvreté de 21,5 historiquement, parce que c'est une ville d'immigration pauvre, presque 40% d'immigrés, très élevé. Le taux de pauvreté à Paris, c'est la moitié. La France, c'est 14, c'est 13,8. Ici, on doit être, pas dans la salle, mais dans le quartier, on doit être à 6% de pauvreté. Dans le quartier, dans la salle, encore moins. Donc, pourquoi? Et sans un jour de grève. Alors, tout le monde me prédisait l'enfer. Tout simplement parce qu'il y avait une vision qui était tracée, des objectifs, et du pragmatisme dans l'action. Ce dont sont dépourvus tous ceux qui nous dirigent depuis des années. Donc, c'est extrêmement important de montrer, et je partage totalement le propos, et d'ailleurs je retrouve beaucoup de choses de nouvelle énergie là-dedans, de montrer que la réforme, elle n'est pas, c'est pas ce que j'avais dit à François Fillon, je dis, c'est pas parce que ça fait mal que c'est bon. En tout cas, dans la réforme, après le reste, c'est chacun ses mœurs. C'est le sado-réformisme, c'est pas forcément positif. Voilà. Deuxième élément, il ne s'agit pas, pour répondre à la question de Sophie, de dire comment on finance le modèle social. Il faut changer le modèle français. Et il faut changer ceux qui dirigent la France. Voilà. C'est très simple, en fait. Non, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est à la fin de plusieurs cycles. Évidemment, il y a la fin de l'européanisation du monde. Depuis, c'était la Renaissance, et c'est la fin d'un cycle très long. Donc, on n'est pas là pour parler de géopolitique, bien que ce soit structurant et passionnant. J'en parlais la semaine dernière devant un certain nombre d'entre vous. On est à la fin aussi, en France, on est à la fin d'un cycle mondial aussi des années 80, qui pensait qu'avec la chute du mur, on aurait un monde pacifié, qu'on aurait un commerce prospère et régulé, et que l'on aurait une sécurité garantie, notamment par les États-Unis. Tout ça, c'est fini. Mais il y a au sein de tout cela, la fin de cycle français. Le macronisme, qui était le dernier soubresaut de l'ancien monde sous les paravents du nouveau monde, et avec quelques mesures au départ positives, la flat tax et les réformes, les ordonnances travail, mais ça fait pas 10 ans de mandat, et surtout tout a été balayé depuis. Mais surtout, on est, et ça je le dis, et personne ne le dit pour l'instant, mais comme j'étais le seul à dire qu'il fallait la retraite par capitalisation, et chaque jour qu'on attend, on perd une journée pour la transition, comme j'étais le premier à dire qu'il fallait en finir avec Pas le seul, c'était dans le programme d'Éric Zemmour en 2022, je précise. Je me permets de dire, chère Sarah, que moi j'ai débattu avec Éric Zemmour, qu'il m'a dit que l'excès de normes en France, c'était le libéralisme, c'est sa phrase. Il me l'a dit. Et c'était un super débat. J'ai pas d'animosité, vous le savez. Mais voilà, il me l'a dit clairement. C'est en ligne, vous pouvez le regarder. C'était un débat en 2021. Et qu'il se réclamait du colbertisme. Moi, je pense que tout cela,
n'est pas compatible De 2022 avec est en ligne les objectifs précise. d'aujourd'hui. Non, mais c'est pas mon problème. Objectivement, parce que je pense Non, que alors, je souhaite que vous me souteniez, moi, ce qu'Éric qui Zemmour me m'intéresse, soutienne, oui. que Gabriel Attal me soutienne, il y aura du chemin, que Édouard Philippe On me n'y est pas soutienne encore, quand il on aura n'y est pas pris encore. conscience, etc. Donc, Mais- juste pour terminer ce que j'étais en train de dire, c'est que nous sommes à la fin de l'État-providence. Ça a été un formidable outil de développement. On ne reviendra pas aux 30 Glorieuses. L'État-providence reposait sur plusieurs piliers, dont le pilier de la démographie, avec donc une très forte natalité. La natalité s'effondre et on ne va pas changer ça tout de suite, et une immigration qui était maîtrisée et de travail. Or, nous avons une immigration qui n'est pas maîtrisée, qui est excessive et qui est de peuplement. Voilà, c'est une évidence. Donc, face à cela, il faut changer de système et substituer à l'État-providence un État-performance dans l'esprit de ce qui vient d'être dit. Hein, je souscris parfaitement. Nous avons proposé avec Nouvelle Énergie un plan de réduction des dépenses de 80 milliards la première année, 200 milliards, mais moi je vise 300 milliards, ce qui serait déjà trop raisonnable, parce que c'est 10 points de PIB. C'est-à-dire que si on baisse de 10 points de PIB, on est encore au-dessus de la moyenne européenne en dépenses publiques, c'est-à-dire qu'on serait à 47-48% de la richesse produite. Je peux lister lesquels, on a beaucoup publié là-dessus, et effectivement, pour gagner plus, il faut cotiser moins. Une partie relève de la solidarité nationale, mais l'essentiel est de comprendre que aujourd'hui, lorsque on fait 200 milliards d'euros de baisse de dépenses, si vous mettez 60% pour les salariés en salaire net, c'est 120 milliards de gains de pouvoir d'achat. Pour un salaire, le problème c'est qu'il y a tellement de régimes de charges différents, donc ce sont des règles de 3 qui ne correspondent pas à des cas réels, mais qui correspondent à une réalité macro-financière. Lorsque vous êtes sur un salaire médian à 2300 €, vous récupérez plus de 10% de salaire net par mois. Et ça, c'est essentiel. Et effectivement, il faut baisser les impôts de production, commencer par supprimer la C3S, qui ne concerne pas que les grandes boîtes parce qu'il y a des effets de répercussion, et baisser l'IS à 20% pour ensuite laisser une marge de manœuvre aux collectivités entre 0 et 5, si on fait faire venir des entreprises et réindustrialiser. Il y a bien sûr la fiscalité, bien sûr les cotisations sociales, mais aussi tout le système normatif et l'accès au foncier. Donc supprimer le ZAN, travailler différemment pour lutter contre l'artificialisation qui doit rester un objectif, mais je peux vous dire comment, mais je vois que je suis trop long, elle est prête à bondir, Sophie. Et ensuite faire en sorte que les collectivités qui ont le foncier n'aient pas que les externalités négatives. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ne touchez plus de fiscalité économique à part la mauvaise CFE, mais en revanche, vous financez les routes, les écoles, l'éclairage, la police municipale, puisqu'il n'y a plus de police nationale la nuit. Je viens de publier une vidéo là-dessus. C'est un scandale ce qui est en train de se passer en la matière. Je l'ai encore constaté les nuits dernières dans ma commune, pendant un énorme événement qu'est les Cannes Lions. Bref, c'est tout le système qu'il faut revoir pour restaurer l'État là où il est nécessaire, sur le régalien. Et surtout libérer la création de richesses. Et c'est pour ça que mon programme, mon projet, il est global. C'est la liberté pour la prospérité. Comment on retrouve de la prospérité par la liberté? Comment on retrouve de l'ordre? Comment on articule l'ordre et la liberté? Et comment on retrouve de l'unité de la nation? En réhabilitant la science, en enlevant tous les biais scientifiques de l'analyse politique et de la formation, et en rétablissant l'école. On n'aura pas d'entreprise prospère si on n'est pas les meilleurs du monde en mathématiques. Nous redeviendrons en 5 ans une superpuissance éducative lorsque vous m'aurez élu président de la République. Je suis entièrement d'accord, mais le boulot va être bien plus dur que ce que tu imagines. J'étais hier sur France Inter face à Serge. Déjà audacieux, bravo. Oui, c'était très audacieux. J'ai pris de la vitamine France Inter, C avant. si tu m'écoutes, invite-moi. Invite-moi, je suis prêt à venir. Je ne suis plus invité c'est pas sur marrant. France Inter. J'étais face au ministre des PME, Serge Papin, et on venait me faire intervenir pour me demander si j'étais d'accord avec la proposition formidable qu'il venait de faire. C'était de désindexer les retraités qui touchaient 3 000 €. J'ai commencé par lui demander si c'était les retraités individuellement ou par foyer. Il a dit ça, on verra après. Ah oui. Alors, on était bien partis. On a interrogé Radio Trottoir. Vous êtes jeunes, hein, et les nantis qui touchent beaucoup, là, les retraités, ils vous prennent de l'argent. Ça a été une heure très dure. Et en même temps,
Pardon. Hein. En même temps, c'est vrai qu'on passe sa vie à monter les Français les uns contre les autres, à expliquer que les vieux sont beaucoup plus nantis, qu'il faut qu'ils travaillent moins, que les jeunes... Enfin bon. Donc, ça va être un changement de mentalité. Il faut procéder à un changement de mentalité. Moi, c'est ce qui m'inquiète le plus. Et j'aimerais savoir comment vous allez faire pour tous ceux qui étaient à Sciences Po et qui avaient fait l'ENA. Qu'est-ce que vous allez faire? J'ai rien contre les fonctionnaires, surtout quand ils sont à l'hôpital. Mais qu'est-ce que vous allez faire pour supprimer des strates de fonctionnaires qui tous les jours dans nos entreprises nous mettent des normes, nous mettent des obstacles? Comment vous allez vous y prendre? Vous êtes demain matin président de la République ou président de la République. Qu'est-ce que vous faites, Sarah? Première chose, bien faire comprendre que ça n'est pas une question de moyens. La qualité du service public ne dépend pas des moyens que nous y mettons. C'est un premier élément qu'il faut toujours avoir en tête. On a tendance à penser plus il y aura de gens et plus il y aura d'argent et mieux ça ira. Pas vous, je sais, dans cette salle, mais généralement dans le débat public. Et on remarque qu'il n'y a jamais de corrélation en réalité entre les moyens que nous y avons mis et la qualité du service qui est rendu. Un seul chiffre, en 1997, on avait 1,3 million de fonctionnaires en moins. Aujourd'hui, on a 5,9 millions de fonctionnaires en France. 5,9 millions. C'est plus que si vous additionnez tous les employés sur l'ensemble du globe de Walmart, qui est le premier employeur mondial. Donc, pour servir 7 milliards d'habitants, il y a moins de monde chez Walmart que la seule fonction publique française. Le plus gros employeur du monde, de l'histoire. On pourrait comme ça multiplier les records. Donc 5,9 millions aujourd'hui, c'est plus 1,3 million de plus qu'en 97. Je pense pouvoir parler en votre nom si je dis que depuis 30 ans, les services publics ne se sont pas améliorés. Je pense même pouvoir dire mieux, ils se sont quasiment tous dégradés. Le niveau de l'école a baissé. À l'hôpital français, on attend en moyenne 6 heures aux urgences. On pourrait dire la même chose de la sécurité. Bref, on peut dire quand même que les voyants sont au rouge en matière de services publics en France. Et pourtant, on a ajouté 1 million de fonctionnaires. La première des conclusions à tirer, c'est que ce million de fonctionnaires est 1 million de trop. Et là, je vais vous faire plaisir et je vais aborder encore une fois un sondage pour faire plaisir à Frédéric Dabi. Dans ce pays, même les fonctionnaires trouvent qu'il y a trop de fonctionnaires. C'est quand même fabuleux. 53% des fonctionnaires estiment qu'il y a trop de fonctionnaires. Il se trouve que j'ai été fonctionnaire, mais que mon métier, c'était de critiquer les autres fonctionnaires. Donc quand on est à la Cour des comptes, notre rôle, c'est d'attaquer l'État sur la mauvaise gestion et le mauvais emploi des deniers publics. Donc je suis très à l'aise avec ce que j'ai pu faire au sein de la fonction publique. Il en faudrait plus, d'ailleurs, si on peut dire. C'est une administration plutôt économe. Mais le problème, c'est que lorsque j'étais magistrate à la Cour des comptes, je me suis bien aperçue que dans les rapports que je faisais, quelle que soit leur qualité, leur longueur, le travail que j'avais pu fournir, à la fin, on se retrouvait avec un rapport de 200 pages qui, dans le meilleur des cas, pouvait faire la une des Échos. Et puis le lendemain, l'administration s'en servait pour caler un meuble, une étagère, une chaise bancale. Bref, rien ne se passait. Donc là, il y avait un côté extrêmement frustrant. C'est la raison pour laquelle aussi j'ai décidé de m'engager en politique. Et j'observe que depuis que je suis en politique, alors j'ai un impact pour l'instant que je trouve positif, mais j'espère qu'il ira de plus en plus grandissant. Je vous donne un exemple. Quand j'ai combattu l'aide publique au développement, 15 milliards d'euros de notre argent dilapidé dans le monde entier pour des projets ubuesques dont on pourrait dresser la liste, 433 millions d'euros de votre argent pour aller décarboner le Costa Rica, 66 millions d'euros pour des modes de cuisson propres au Sahel, 115 millions d'euros pour de la budgétisation sensible au genre en Jordanie, etc., etc., quand on ne finance pas des tuyaux d'eau à Gaza qui ensuite servent de lance-roquettes pour le Hamas. Je ferme la parenthèse. 15 milliards d'euros d'argent public. Merci. Merci. J'ai tellement dénoncé cette gabegie sur toutes les antennes de France et de Navarre, y compris sur France Inter et sur France Info, où j'attaquais aussi le service public en proposant sa privatisation, ce qui ne manquait pas de saveur de le faire sur leur antenne, qu'un jour, sur un plateau télé, je donne tous ces montants et je dis « Allez tout de suite sur AFD.fr, Agence Française de Développement.fr, et regardez en direct les montants dont je vous parle pour être bien sûr que vous me fact-checkiez en direct. » Au moment où je dis ça, le site de l'AFD plante. Certains diront que les serveurs de l'État n'ont pas supporté le flux qui est arrivé. D'autres penseront que peut-être le Quai d'Orsay ne voulait pas que tant de citoyens aillent voir en direct ce que j'ai annoncé. Pourquoi je vous dis ça? Parce que lorsque j'ai abordé cette gabegie, un mois plus tard, je vois dans la presse que Rémi Rioux, le directeur général de l'Agence française France Trésor, annonce une baisse de 2 milliards de l'aide au développement en disant
in extenso, c'est de la faute de Sarah Knafo parce qu'elle a réussi à délégitimer l'aide au développement. Voilà. Je peux dire qu'avant même d'avoir été au pouvoir, on pourra dire que j'ai réussi à vous économiser 2 milliards d'euros. Évidemment, ça n'est pas suffisant. L'aide au développement est encore beaucoup trop élevée. Aujourd'hui, c'est 12 milliards en loi de finances. Il faut abaisser ça au maximum. Mais je vous dis ça pour vous montrer que l'impact que je peux avoir aujourd'hui en dévoilant les scandales, en dévoilant les gabegies, est paradoxalement plus important que celui que j'avais dans la haute fonction publique. Donc je compte continuer sur cette lignée. On les met où, les fonctionnaires ? Ça, par exemple. Et donc sur les fonctionnaires. Je disais, il y a 1 million en plus, on peut considérer que c'est 1 million de trop, et même les fonctionnaires sont d'accord. Alors où est-ce qu'on les met ? La première méthode, et c'est ce qu'on m'a appris lorsque j'étais magistrate, lorsqu'on considère qu'il y a un problème de masse salariale dans une administration, c'est le turnover naturel. C'est de voir combien de personnes quittent naturellement l'administration avant même d'avoir eu besoin de déclencher un plan de licenciement, de voir combien partent naturellement. On a de la chance dans notre malheur aujourd'hui en France, c'est qu'on a tellement de fonctionnaires et une pyramide des âges tellement vieillissante qu'on a 500 000 départs chaque année. Départ en retraite en majorité, ou alors fin de contrat, fin de CDD, démission, changement de poste. Sur ces 500 000, le bon principe, c'est de se dire que l'écrasante majorité, on ne les remplace pas. Pas un fonctionnaire sur 2. L'écrasante majorité. On cible les administrations qui sont vitales, celles dans lesquelles, et elles sont rares, il manque de monde, la défense, la sécurité, parfois l'hôpital, et encore, avec 30% de personnel administratif à l'hôpital, on ne peut pas dire que ce soit un problème de moyens, là encore. Mais il est vrai que dans certains commissariats, il y a besoin de plus de monde. Il est vrai que dans la défense, on a besoin de monde dans notre armée. Donc, on cible les seules administrations qui sont vitales. Et pour les autres, on ne remplace pas les départs. Imaginez comme ça va vite sur un quinquennat, si vous avez 500 000 départs et que tout simplement, vous ne remplacez pas les postes de ceux qui partent. Ça va extrêmement vite. Moi, je prévois 40 milliards d'économies chaque année, ce qui est colossal et qui nous permet encore une fois de rendre cet argent aux Français pour rendre populaires les mesures de baisse de dépenses. L'idée, c'est de créer un intéressement, c'est-à-dire que les Français soient intéressés, au sens de la participation du terme, à toutes les baisses de dépenses et qu'ils en redemandent, qu'ils perçoivent bien qu'à chaque fois qu'on va baisser une dépense, c'est eux qui vont la percevoir dans leur propre poche, sur leur fiche de salaire et par des baisses d'impôts. Ça leur rendra ce programme populaire et j'espère qu'à la fin, les Français nous en redemanderont. Et David, est-ce que les retraites sont un problème fondamental ? Oui, évidemment. Évidemment, les retraites sont un problème fondamental. La moitié de l'augmentation de la dette sur les 10 dernières années vient de l'augmentation mécanique de la retraite. Tout simplement parce que on entretient le mythe de la retraite par répartition qui est devenu une pyramide de Ponzi. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure sur l'assiette qui s'est rétrécie et le nombre de bénéficiaires qui a explosé. Alors, objection, parce que j'ai interrogé plein d'économistes qui me disent que la retraite par capitalisation est évidemment essentielle, sauf que si on passait à la retraite par capitalisation, il y a besoin de 2 ans au moins. Et on n'a pas les moyens de le faire. Il y a besoin d'une génération. Il y a besoin d'une génération pour passer à la retraite par capitalisation. Donc il y a besoin d'une quarantaine d'années. Mais on fait. Alors il y a plusieurs méthodes. Il y a la méthode suédoise, il y a la méthode hollandaise, il y a maintenant la méthode allemande. On la connaît depuis la semaine dernière, qui est assez intéressante. Il y a la méthode suisse, évidemment. Mais il est évident que la retraite est un sujet majeur et renvoie aussi à la question fondamentale du marché des capitaux. C'est-à-dire que on peut discuter tant que l'on veut, si l'on n'organise pas un marché des capitaux qui permette de garder l'épargne française et européenne en France et en Europe, nous deviendrons définitivement la colonie des États-Unis et de la Chine. Les 6 000 milliards d'euros aujourd'hui d'épargne française qui sont notamment détenus par les plus de 60 ans va de plus en plus vers ce qui rapporte, c'est-à-dire les fonds d'investissement américains, à cause des règles prudentielles qui sont excessives en France. C'est pour ça que la réflexion, si tu veux, Sophie, enfin si vous voulez, Madame la Présidente, ne peut être que globale. On ne peut pas distinguer la dérégulation de la décentralisation du principe de subsidiarité, d'une ambition culturelle, de la maîtrise de l'immigration. Tout ça est strictement interactif et lié. On est à un moment aussi fort qu'en 58.
Sauf qu'il n'y a pas de Gaulle. Donc, mais il faut faire le plan RUEF. Quoi, hein. Et les premières semaines et les premiers mois vont être décisifs. Donc les ordonnances doivent être prises, les référendums pour élargir, retrouver la maîtrise de l'action publique et notamment élargir l'article 11 doivent être prêts. Tout ça doit être rédigé et c'est ce que nous préparons. Mais pour revenir à la question, sur l'appareil d'État, effectivement, on prélève plus qu'ailleurs, on dépense plus qu'ailleurs, on a de moins en moins de services de proximité. En zone police, vous avez quasiment plus de police nationale la nuit. Vous allez à l'hôpital, l'hôpital public, aujourd'hui 22% des urgences hospitalières n'assurent plus ce qui fait la grandeur de l'hôpital et la grandeur du service public d'ailleurs, c'est-à-dire l'universalité et la continuité. Donc où va notre argent ? Où va notre argent ? Eh bien, notre argent, il va dans la bureaucratie délirante et sclérosante. 1 euro qui va dans la bureaucratie, c'est 1 euro en moins dans votre portefeuille. 1 euro qui va à la bureaucratie, c'est 1 euro en moins pour les greffiers ou des places de prison. C'est 1 euro en moins pour la police nationale. C'est 1 euro en moins pour payer des enseignants de bon niveau. C'est 1 euro en moins pour payer correctement les soignants, etc. La France, depuis plus de 20 ans, a recentralisé totalement par l'impôt et par la règle, et je peux vous le démontrer, et elle a recentralisé tout en éclatant l'État en 1153 organismes. Je salue le sénateur Étienne Blanc ici, qui est un étendard de Nouvelle Énergie particulièrement talentueux. Et ces 1153 organismes d'État coûtent on va atteindre les 100 milliards d'euros de budget. 100 milliards. Plus de 400 000 agents de la fonction publique, 440 000 recrutés dans ces organismes. Quand vous avez un projet, que vous êtes maire, vous voulez faire une école ou une unité de traitement des déchets, ou vous êtes chef d'entreprise, vous voulez faire une usine de pièces mécaniques, vous avez besoin de l'autorisation d'entre 5 et 10 organismes différents de l'État. Aucun de ces organismes ne peut vous autoriser à lui seul votre projet. Chacun de ces organismes peut vous planter votre projet. La DREAL, Direction régionale de l'environnement, service de l'État, c'est le triangle des Bermudes, à chaque fois je le dis, de l'action publique et privée, qui va vous prendre 2 ans, après des études 4 saisons, qui vous renvoie à la MRAE, qui sera composée des mêmes fonctionnaires parfois, mais qui ne sont pas d'accord avec eux-mêmes, qui sera en conflit avec la DDTM. Je vous épargne, je le dis à chaque fois, mais c'est une réalité. Aujourd'hui, on n'a pas de climatisation dans tous les hôpitaux. C'est pas le cas à Cannes, il est totalement climatisé. En revanche, vous avez, uniquement pour la santé, la Direction générale de la santé, la Direction générale de l'offre de soins, les agences régionales de santé, que je vais supprimer, tout ça. On en gardera 1 pour 10. L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Santé publique France. L'Institut national du cancer, on le gardera. L'Établissement français du sang, on le gardera. L'Agence de la biomédecine. La Haute autorité de la santé, parce que c'est toujours des hauts machins. Le Haut Conseil de la santé publique. La Conférence nationale de santé qui se réunit au moins 2 fois par an. Etc., etc. Est-ce que vous vous rendez compte, et j'en oublie, la commission technique des vaccinations, le comité consultatif national éthique, le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, le centre de crise sanitaire, etc. Mais pendant qu'on fait tous ces machins-là, on met pas de climatisation dans les hôpitaux. Pendant qu'on fait tous ces machins-là, on surprélève, on surcharge et on n'agit pas pour les Français. C'est tout cela que je veux remettre en cause. Bravo, et je suppose que... Oui. Je suppose que Sarah est d'accord, et avant de lui demander si elle est d'accord et comment elle fait pour supprimer tout ça, moi je me pose une question. Il est impossible que des gens comme vous, au moment d'une présidentielle, ne s'allient pas. Je ne fais pas de politique, mais il faut que les gens de bonne volonté soient ensemble. Si tous les deux vous êtes dans des camps opposés, on n'a plus qu'à désespérer. Il ne sourira jamais et elle arrêtera de sourire. Lui, il sourira jamais. De dépit. Alors, je suis d'accord. Voilà. Il se trouve que quand David Lisnard a fait la proposition, quand David Lisnard a fait cette proposition de large primaire, je crois que nous avons été les premiers à dire que c'était une excellente idée et que nous étions pour.
Donc je suis totalement d'accord avec cette idée, Il n'y a totalement aucune favorable. espèce de chance. Vous êtes tous les deux conscients qu'il y a des primaires. D'ailleurs, on n'arrive même plus à les faire parce que les candidats se multiplient. Ça fait trop de... Vous savez, la chance, c'est ce qu'on va en faire. Voilà. Donc, à nous d'être assez forts, Nouvelle Énergie et Reconquête, d'être assez forts pour devenir incontournables et que les options que nous proposons le soient tout autant. Alors, je pense que c'est la seule voie et plus spécifiquement sur la question de l'union des droites, c'est également, et ce sera demain, la seule voie pour avoir une majorité à l'Assemblée. Je pense que depuis la dissolution de 2024, il est désormais clair pour tout le monde que personne n'arrive à gagner seul. Et que chacun doit bel et bien ranger son orgueil et son hubris de penser qu'un parti tout seul peut l'emporter et avoir une majorité tout seul. Quand on se souvient que même le général de Gaulle avait eu besoin de partis alliés pour obtenir une majorité, par ailleurs. Mais donc aujourd'hui, ni le Rassemblement national, aussi fort soit-il dans les enquêtes d'opinion, ni les LR évidemment, ni les autres, et si demain nous étions, nous, à 30%, et je suis sûre que si David Lisnard l'était aussi, on dirait bel et bien la même chose, nous avons besoin d'alliances pour réussir à l'emporter. J'espère que cette alliance se fera sur notre programme. Parce que c'est ça, toutes les alliances reposent sur le fait que celui qui est arrivé en tête puisse imposer son cadre programmatique aux autres partis. C'est toujours celui qui arrive en tête qui détermine si oui ou non il y aura une alliance. Pour vous prendre l'exemple de la... Je finis vraiment juste sur ça. Pour vous prendre l'exemple de la gauche, quand Jean-Luc Mélenchon arrive en tête de la gauche, malgré tout ce que pensent de lui les autres partis, c'est lui qui est en tête, c'est lui qui propose l'alliance, donc les autres n'ont pas le choix que de l'accepter. Quand Marine Le Pen arrive en tête en 2022 et qu'elle dit non à l'union des droites, dans ce cas-là, il n'y a pas d'union des droites. Par conséquent, si vous souhaitez l'union des droites, une chose simple, un conseil simple, votez pour ceux qui la proposent. Votez pour ceux qui la mettent en œuvre à chaque fois qu'ils en ont l'occasion. Je vous rappelle que nous avons su appeler à voter pour le candidat de droite lors du second tour de 2022 et que lorsqu'il a été question de me désister face à Rachida Dati, ma main n'a pas tremblé pour que la droite puisse l'emporter à Paris. Alors, est-ce que on a fait un sondage auprès de chefs d'entreprise pour dire qui voudriez-vous voir au gouvernement? Ils ont cité des noms que je ne vais pas vous citer là, mais qui sont très intéressants, dont Bernard Cazeneuve à la justice. Je vous dis ça comme ça, parce que c'était pas le choix de partis politiques, c'était des choix d'hommes. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est la sincérité des hommes politiques qui ont une foi dans la façon de réformer la France, qui ont des convictions et qui savent comment s'y prendre. Est-ce que vous avez une idée, l'un et l'autre, de gens qui pourraient bosser avec vous, qui pensent un peu la même chose économiquement? Oui, moi j'ai plein d'idées sur des gens qui veulent bosser avec moi. Ce qui est sûr, c'est que on ne redressera pas la France, parce qu'il faut bien, enfin c'est bien la finalité, si on fait du en même temps. On ne redresse pas une entreprise avec des décisions contradictoires. Donc la dynamique autour d'un projet à la fois rationnel et raisonnable et radical, elle est absolument majeure. La bataille des idées doit précéder la bataille électorale. Ça fait... j'ai des bons témoins dans la salle, puisque certains me connaissent, bon, certains depuis la naissance, mais d'autres au moins depuis 30 ans. Ça fait 30 ans que j'essaie de mettre dans le débat la dérégulation. Tous ceux qui vous disent qu'ils récupèrent la débureaucratisation, mais qui ne vont pas jusqu'à la dérégulation, se foutent de vous. Voilà, il faut le dire. Donc ça veut dire quoi? Qu'il va falloir réécrire le droit autour de principes généraux du droit. On est à un moment portalis, quoi, hein, comme sous Napoléon. Voilà. Donc c'est un moment essentiel. Il va falloir évidemment supprimer de la Constitution, déconstitutionnaliser le principe de précaution. Comment pouvons-nous aller vers l'avenir parce qu'il est contraire même à l'intérêt environnemental. C'est-à-dire comment pouvons-nous embrasser l'avenir, aller vers l'innovation, alors qu'on a tous les atouts, parce que nous sommes le peuple le plus créatif du monde et que la créativité va être l'avantage compétitif essentiel dans les prochaines années. Comment pouvons-nous embrasser la révolution de l'IA et de la quantique, etc., si parallèlement on constitutionnalise la peur du futur? C'est complètement délirant. Donc, tous ces éléments-là doivent être essentiels. Et moi, en l'occurrence, de même, comment on enlève de la pression sur l'État
À quoi sert-il d'avoir un État surendetté, surfiscalisé qui nous dit combien de fois on doit laver son slip et sa chemise par mois? Je n'invente rien. Nous avons payé avec nos impôts des campagnes via l'ADEME pour nous dire que la chemise on pouvait la mettre 2 fois, que le slip il valait mieux le changer, etc. Parce que la chemise 2 fois, enfin non seulement l'État coûte cher, mais en plus il est cradingue. Enfin c'est quand même assez terrible. On a eu quand même des campagnes payées avec nos impôts, ce sont des millions d'euros pour les déconsommateurs. Vous vous souvenez peut-être de ça? Moi je l'ai pas oublié, alors c'est le côté commerçant. Donc vous êtes là, vous avez vos commerces, etc. Et puis vous avez des clampins à la télé qui vous disent, qui vont qui voient un pauvre vendeur, une pauvre vendeuse qui fait son boulot, qui dit ah mais non, j'achète pas parce que c'est du neuf, moi je reprends des vieux machins. Voilà, payez avec nos impôts. Vous voyez, donc pourquoi je te dis ça? C'est-à-dire que oui, mais ça m'énerve. J'ai du mal. Comme le dit ça, on ne peut pas forcer sa nature. Et non, mais et donc ce que je veux dire, c'est que moi, quand j'entends le discours de Sarah Knafou, évidemment, j'y retrouve des choses que je vois à Nouvelle Énergie. Toujours à droite, Éric Ciotti. Moi, je m'entends bien avec lui. Bon, il faut dire que vous venez, Éric, toi, vous venez tous de l'UMP finalement. Donc ça doit créer des liens encore. Voilà. Et alors, j'entends les discours aussi d'autres candidats aujourd'hui, que des personnes qui sont respectables, hein, Édouard Philippe, Gabriel Attal et tout. Mais le problème, c'est que, vous savez, c'est comme ce que disait le président du Sud-Vietnam juste après la signature de l'accord avec le Nord-Vietnam et juste avant l'invasion du Sud-Vietnam par le Nord-Vietnam. Il disait, écoutez, n'écoutez pas ce que disent les communistes, regardez ce qu'ils font. Ben, n'écoutez pas ce que disent les macronistes, regardez ce qu'ils ont fait et surtout, ayez bien à l'esprit ce qu'ils ne feront jamais, c'est-à-dire s'attaquer au conformisme de l'appareil d'État. Voilà. Et il faut en finir avec le conformisme de l'appareil d'État. Donc, moi je dis à chacun qu'il est le bienvenu. Il est le bienvenu. Je discute très bien avec Jean-Louis Borloo, par exemple, qui reprend beaucoup de choses que l'on développe. Voilà, Hervé Morin qui est avec nous, vous voyez. Donc, des personnalités d'horizons différents. Mais en l'occurrence, il sera impossible de retrouver de la prospérité, de la sécurité, un système éducatif performant s'il n'y a pas une immense cohérence dans la future équipe gouvernementale. Donc alliance oui, conglomérat d'intérêts électoraux et partisans non. Et en ce qui me concerne, je l'ai dit, je ne cherche pas de point retraite et de poste. Donc je participerai à une épopée si elle est sincère et cohérente. Mais dans le cas contraire, je continuerai à m'occuper des affaires qui m'occupent déjà très bien devant. Alors un tout petit mot, à Sarah. Et moi je vais vous lire un petit texte qui devrait vous faire réagir et qui, j'espère, devrait faire réagir tous les candidats à cette élection. Oui, j'ajoute un mot sur cette question des personnalités avec lesquelles redresser la France. Donc évidemment, il y a certaines personnes de la classe politique qu'on peut apprécier, d'autres qui sont plus clivantes ou moins sincères, etc. La première des choses, et David Lisnard vient de le dire, je suis parfaitement d'accord, ça doit se faire sur la base d'un projet solide. Je ne crois pas, typiquement, que les LR laissés tout seuls avec le leadership, puisse changer quoi que ce soit à la situation de la France. Moi non plus. Au moins, c'est dit. En revanche, j'estime que certaines de ces personnalités peuvent apporter leur pierre à l'édifice s'ils ont, comme dit David Lisnard, un patron au-dessus d'eux, ou une patronne, avec un esprit clair, une ligne claire, et qui arrivent à les emmener dans la bonne direction. Il y a des individualités qui sont bonnes à prendre, et je les critiquerai pas tous en les mettant pas tous dans le même sac. En revanche, livrés à eux-mêmes, on a vu trop souvent qu'en réalité, la droite LR était très souvent une deuxième gauche. Et j'avoue que j'en ai assez de ces 50 nuances de socialisme qu'on retrouve du RN jusqu'au LR, quand on voit qu'ils sont prêts parfois à voter des hausses d'impôts qui se chiffrent en dizaines de milliards d'euros. Là, je me dis que ce qu'on appelle la droite en France a en réalité un sérieux problème avec le socialisme. Je ferme cette parenthèse pour vous dire qu'au-delà des individualités politiques, je pense qu'on redressera aussi la France avec vous. Et je ne le dis absolument pas par démagogie, mais parce qu'on aura besoin de personnalités hors du sérail politique. Moi, je ne peux pas prétendre avoir dit des choses depuis 30 ans, puisque je n'ai que 2 ans de vie politique derrière moi. Donc peut-être que je n'ai pas l'antériorité. En revanche, ce que j'aimerais, c'est qu'on soit capable, les politiques, entre guillemets, de ranger son orgueil et de croire que tout ne viendra que de nous, parce que c'est faux. C'est faux, et on a besoin d'ingénieurs, on a besoin de chefs d'entreprise, on a besoin d'industriels. Je l'ai prouvé lors de ma campagne de Paris. Mon numéro 2, c'était Pierre Noisa,
un polytechnicien, un ingénieur brillant qui a créé Paymium, donc qui est l'un des pionniers du Bitcoin en France. Tout le reste sur ma liste, vous aviez 70% de gens qui n'avaient jamais été encartés dans un parti politique, qui n'avaient jamais fait de politique, qui venaient de l'économie réelle et qui ont énormément apporté à ma liste, à, je crois, l'inventivité dont on a fait preuve dans cette campagne. C'est tout à fait vrai. Et avant de lire ce formidable texte, forcément, puisqu'il est choisi par Sophie de Menton, dont j'ignore tout encore, donc j'espère que je ne regretterai pas. Moi, ce que j'ai constaté dans cet esprit-là, c'est qu'à la fois en entreprise, mais aussi en mairie, mais aussi à l'AMF, Association des maires de France, que je préside depuis maintenant 5 ans ou 6 ans, quand on prend le temps de poser un objectif et de délibérer, on arrive non pas à des petits dénominateurs communs, mais à des hauts multiplicateurs. Quand, à la mairie, je leur ai dit, écoutez, je vais vous poser des injonctions contradictoires. Comment on dépense moins pour défendre les contribuables? Comment on dépense mieux pour l'usager et on améliore le service? Et je vous invite à tester nos services, c'est pas parfait, mais ça marche bien quand même. Et comment vous serez mieux au travail? Ils me disent, c'est impossible. Et donc, on arrive, avec de la méthodologie d'accompagnement, à avoir des gains de productivité énormes, à mettre de la machine où il le faut, à revoir les cycles de travail, etc., etc. Et ça va être exactement pareil au niveau de l'État. Il n'y a pas de DRH de l'État. Dans ceux qui m'entourent aujourd'hui, on a un groupe de travail, Michel Cavargini, Romain Arcy peuvent en témoigner ici. On a un ancien directeur général d'un grand groupe, on a des gens qui ont une expérience syndicale, des gens qui arrivent dans la vie. On a aussi l'ancien DRH une des 3 plus grandes entreprises françaises qui est avec nous à fond. Et on travaille sur cette notion de ressources humaines de l'État. Il n'y a pas de DRH de l'État aujourd'hui. Voilà. Comme le disait Sarah Knafo tout à l'heure, à juste titre, il y a presque 6 millions de fonctionnaires en France, il n'y a pas de DRH de l'État. Moi, à la mairie, je sais qui est mon DRH, il s'en va d'ailleurs, mais voilà, je sais, et quels objectifs on donne. Donc, la méthode de gouvernement, la méthode de gouvernance, et c'est ce qu'on dit beaucoup avec Jean-Luc Borloo aussi d'ailleurs, elle va être fondamentale pour retrouver de la performance publique. Et c'est en cela que l'État-performance va remplacer un État-providence. La providence, c'est que Dieu, ça ne peut pas être l'État. Moi, rien que le mot État-providence m'a toujours dérangé, mais qui est un état de déresponsabilisation. Remettre de la responsabilité individuelle et de la liberté individuelle à chaque niveau de la décision. C'est bien plus important que tout le reste. Et c'est cela qu'on va proposer. Totalement vrai. Et c'est pour ça que on dit bien sûr que l'État n'est pas une entreprise, mais qu'il y a des modèles entrepreneuriaux, des modèles d'entreprise, des modèles de direction, des modèles de sanctions, des modèles d'encouragement qui doivent absolument être pris par l'État. C'est très proche en réalité. C'est très proche. Moi, alors, en tout cas, une mairie, c'est très proche. Je lis mon texte. Vas-y. Oui. Parce que je crois que si on arrivait à faire passer ça, et je compte sur chacun d'entre vous pour le faire, y compris les politiques, nous avons rédigé l'indispensable pacte d'engagement économique. Les entrepreneurs de France de tous les secteurs estiment que chaque candidat à la présidence de la République doit être conscient que l'entreprise est la seule source de financement des politiques publiques. Chaque candidat doit donc s'engager sur des fondamentaux qui permettent la survie de nos entreprises. 1. Réformer le financement de la protection sociale pour permettre aux rémunérations de progresser sans alourdir le coût du travail. Point 1. Point 2. Rétablir un système fiscal compétitif stable, équivalent à la moyenne européenne. 3. Créer un droit à la simplification, idée d'Alain Madelin, permettant la contestation de normes inutiles ou néfastes. 4. Transformer nos administrations publiques en partenaires plus qu'en contrôleurs à charge. 5. Faire financer et gérer par le privé des missions de service public, hors missions régaliennes, sous contrôle de l'État. 6. Réformer le Code du travail, l'adapter aux réalités sociales et économiques des PME. 7. Libérer nos industries en levant autorisations excessives, freins, directeurs, DREAL, PLU, etc. 8. Supprimer le monopole de représentativité des organisations syndicales existantes pour que tout le monde puisse se syndiquer en France. 9. Conserver le dispositif de pacte Dutreil pour faciliter la transmission d'entreprises. 10. Prioriser les entreprises françaises dans les appels d'offres publics. Une de nos entreprises fabriquant des masques qui s'est défoncée pendant le Covid. Finalement, il y a eu appel d'offres de l'État attribué aux Chinois. Je ne m'en remets pas. 11. Instaurer un droit à la simplification. 12. Assumer de revoir le système des retraites pour travailler plus longtemps et plus. 13. Imposer leur démission de l'administration à ceux qui se lancent en politique. 14. Instaurer pour tous les parlementaires une immersion obligatoire en entreprise de 2 jours par an.
15, encourager l'entrée plus précoce dans la vie active et repousser l'âge effectif de départ à la retraite en valorisant l'expérience des seniors et en adaptant les conditions de travail à chaque étape. Si tous les candidats signaient ça, tout le monde pourrait signer ça, non ? Moi, je peux dire un mot ? Oui. J'ai pris des notes. Oui, tous, j'ai fini. Je me retrouve dans beaucoup de choses dans ce qui est dit. Juste quelques précisions. Il s'agit, à mon avis, pas simplement de réformer le financement de la sécurité sociale. Je pense qu'il faut aller beaucoup... Ce que j'ai entendu, c'est très bien, mais il faut aller beaucoup plus loin. Nous sommes le seul pays à subventionner la délinquance. Voilà. C'est-à-dire que vous êtes... Je peux vous le décliner en exemple très concret. Donc on va mettre un terme à l'attribution de logements sociaux. On est obligé d'attribuer des logements sociaux aujourd'hui à des familles dont on sait pertinemment que ce sont tous des délinquants. Moi je le vis tous les jours dans ma commune. C'est pas un propos de comptoir, c'est une réalité. Et j'ai des maires de toute tendance qui le disent aujourd'hui. On est en train de faire de la maïeutique. Donc c'est pas simplement changer le financement. Ensuite sur les privatisations de services, je sais de praticiens. Moi je suis évidemment naturellement pour la privatisation, mais dans la pratique, c'est pas toujours le cas. Ça va peut-être vous surprendre que je dis ça, puisqu'on me calcule. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait privatisation. D'abord, il y a des actions qu'on n'est même pas obligé de privatiser, qui doivent être supprimées. Il y a des pans entiers de l'action publique qui ne relèvent pas de l'action publique. Qui relèvent, ça s'appelle la subsidiarité. C'est d'abord au marché de définir ce qui relève de son domaine et à l'action publique d'intervenir en garant de l'intérêt général, du mérite et de l'égalité des chances et de la justice. Ça, c'est le rôle de la puissance publique. Deuxième élément, la privatisation ne fonctionne que s'il y a concurrence. Voilà. Donc, tout ce qui est oligopole et monopole, c'est antinomique avec la performance privée, la performance publique. Et c'est pourquoi, et je l'ai dit devant je crois que c'est l'université du MEDEF, d'ailleurs il y a des gens du MEDEF qui n'hésitent pas à me réinviter, parce que depuis je suis plus invité, mais j'espère que ça va être le cas, parce que j'avais dit que moi j'étais, il y a 7-8 ans, je sais plus quand, c'était au moment du Covid je crois, j'étais contre ce qu'on appelle les aides aux entreprises. Voilà. Je suis totalement contre le principe des aides aux entreprises, je le dis ici devant les entrepreneurs. En revanche, pourquoi il y a autant d'aides aux entreprises ? Il y a plus d'aides aux entreprises qu'ailleurs parce qu'il y a beaucoup plus de prélèvements sur les entreprises qu'ailleurs. Donc le principe, évidemment que c'est radical comme position et qu'il y a des nuances à y apporter, mais le principe, c'est de baisser le total des prélèvements, des impôts et des charges, de lutter contre le capitalisme de connivence et de faire attention à ce qu'on n'en arrive pas non plus à des mesures protectionnistes qui sont une forme de socialisme, très souvent. Qui sont souvent une forme de qui sont en fait la préservation soit d'acquis par de la connivence, soit d'un modèle qui n'est pas compétitif. Donc la base de tout, c'est d'investir sur l'innovation, sur la formation, sur les mathématiques, sur la recherche, d'avoir un système fiscal performant, des charges sociales au moins à la moyenne européenne, mais plus au-dessus, et vous verrez qu'on n'aura même plus besoin d'invoquer des mécanismes artificiels de protection par l'État. Voilà, mais c'est très intéressant ce texte, je le signe. Voilà. C'est bien. Je le signe, mais je vais plus loin. Et bravo. Et on va donner la parole à la salle, sinon je vais me faire lyncher. Oui, quand même. Oui, bien sûr. Et après, parole à la salle. Voilà. Alors, un tout petit bémol sur la protection de nos industries et de nos agriculteurs vis-à-vis des autres continents. Je dirais que c'est un bémol à apporter vis-à-vis de la Chine, parce que la base de la théorie libérale et de la concurrence, c'est que la concurrence soit libre et non faussée, donc que des entreprises puissent faire concurrence à d'autres entreprises. Or, pour ce qui concerne la Chine, nos entreprises et nos industriels ne font pas concurrence à d'autres entreprises, mais à un État tout entier. Et là, il faut être capable d'accepter que les conditions d'une libre concurrence ne sont pas réunies et donc parfois sortir de notre naïveté vis-à-vis de la Chine, notamment en ce qui concerne leur entrée à l'OMC, qui a été une grave erreur au même moment où la France se désindustrialisait. Sur le projet de Sophie, alors il me semble que je l'ai déjà signé, donc je vais juste aller plus loin sur un seul point. C'est à un moment, vous parlez donc de préserver le pacte Dutreil. Alors moi j'adore ce pacte, mais je trouve que c'est un pansement sur une jambe de bois. Je m'explique, je veux aller beaucoup plus loin. Il faut supprimer les droits de succession. Supprimer, purement et simplement. 12 pays de l'OCDE ont supprimé leurs droits de succession ces 15 dernières années. Donc sachez que je ne propose pas quelque chose de loufoque. Il faut également avoir en tête que les droits de succession... ça suscite du débat. Les droits de succession sont les impôts les plus impopulaires de France.
Les droits de succession sont encore plus impopulaires que la CSG. C'est dire, la CSG est un nouvel impôt qui pèse sur tous les salaires et y compris sur les retraités. Donc, que les droits de succession soient encore plus impopulaires est un signal qui devrait nous alerter. Par ailleurs, un autre élément à avoir en tête, les catégories sociales chez lesquelles les droits de succession sont les plus impopulaires sont les catégories les plus modestes. Ce sont elles qui détestent le plus les droits de succession parce que lorsque vous perdez un de vos parents et que vous devez vous endetter pour pouvoir hériter de votre maison de famille, il n'y a rien de plus injuste. Si la maison que vous lègue votre père ou votre mère dépasse les 100 000 euros, alors vous devez vous endetter. Imaginez le drame pour certaines familles qui doivent parfois refuser l'héritage. Imaginez les empires industriels qu'on n'aura pas construits. Précisément parce que nos droits de succession sont trop importants. Quand on regarde l'Italie, qui a fait une bonne réforme, 4% au-dessus d'1 million, on s'aperçoit déjà des effets positifs en matière d'économie. Dernier élément sur ça, je pense que vous êtes nombreux à être intéressés par l'histoire comme moi. Je ne sais pas si vous savez qui a inventé les droits de succession. Facile à deviner, c'est en France. On est fort pour ce qui concerne l'invention des impôts. Celui qui a inventé les droits de succession s'appelle Mirabeau. C'était en 1791. Il se trouve que Mirabeau avait pour particularité de détester son père. Et son père le détestait. Et Mirabeau pensait que son père allait le déshériter. Il voulait éviter ça. Dans son exposé des motifs, quand il invente les droits de succession, à l'époque on n'appelle pas encore ça l'exposé des motifs, mais disons que c'est l'incipit de la loi, il dit « Ces droits de succession visent à détruire l'autorité de la famille, à briser l'autorité du père ». C'est assez clair. Et à l'époque où il les invente, il pèse 1% sur la succession. Imaginez la violence de cet objectif, et nous on a préservé cet impôt. On l'a augmenté, on l'a fait dépasser des proportions qui dépassent quasiment tous les pays comparables dans l'OCDE. Et alors même que 12 pays les ont supprimés, on continue avec et on a toujours des économistes comme Piketty ou comme l'atroce arnaque Zuckman qui nous expliquent que le problème, c'est la transmission. Alors qu'il n'y a rien de plus noble et de plus moral que de constituer un patrimoine pour le transmettre à ses enfants. Voilà. Alors, cette fois, la parole est à vous, je ne cède pas. Ok, merci beaucoup. Éric Gérard, fondateur Ambition France, que certains connaissent. David Lisnard, Sarah Knafo. Duel ou duo? Et pourquoi pas duo? Constat. Le trio De Gaulle, Pinay, Rueff, ils étaient 3. Vos plateformes Nouvelle Énergie et Reconquête programmatiques sont tout de même assez proches. 3 anciens lieutenants de Fillon que j'ai eu l'honneur de promouvoir sur Paris. Ciotti, Lisnard et Retailleau mènent campagne à 10 mois de l'échéance présidentielle dans des couloirs parallèles. Jusqu'à quand? Fillon avait su nous réunir, les libéraux européens, David, et les souverainistes conservateurs, Sarah. L'union fait la force. 43% des Français sont contributeurs positifs à l'État-providence, donc loin d'être gagnés. Comment allez-vous, Madame la députée européenne, Monsieur le Président des maires de France, résoudre cette délicate équation? Sans y alliance innovante, j'ai fini, cela va être quasiment impossible de relever le pays. Pour l'anecdote, le 10 juin 2024, nous avons eu l'annonce d'un ticket présidentiel innovant. Marine Le Pen, Jordan Bardella. Nous ne vous demandons pas un scoop mardi 30 juin 2026 à Éthique, bien que cela ferait peut-être plaisir à Sophie, mais d'y réfléchir tranquillement cet été. Merci beaucoup. La salle crie duo, on avait rarement vu ça. Écoutez, j'ai répondu, je pense que vous avez entièrement raison. Je dirais que 2 éléments. Le premier, c'est qu'on n'est pas assez de 2 pour défendre les idées qu'on défend. Et peut-être même que nous sommes les seuls, à Nouvelle Énergie et chez Reconquête, à défendre ce que nous venons de vous dire à cette table et qui nous apparaît, nous, comme le bon sens le plus total, mais que vous ne trouverez jamais dit de manière aussi claire chez les autres. Okay. Petite mise en garde pour ceux qui viendront et qui entendront d'autres candidats à ces déjeuners éthiques, ils pourront prononcer des mots qui sonneront doux à vos oreilles. Ne les croyez jamais sur parole. Je ne dis pas que les autres mentent nécessairement, mais souvenez-vous d'Emmanuel Macron en 2017. Il a su faire résonner des paroles
qui ont fait croire à beaucoup qu'il serait un véritable président pro-business, qu'il y aurait une véritable rupture, qu'avec lui, on verrait ce qu'on verrait dans la Startup Nation. Et finalement, dette record, dépenses publiques qui continuent d'augmenter, nombre de fonctionnaires record, prélèvements obligatoires record, tout a continué, tout s'est empiré. Donc, seul conseil, ne les croyez pas sur parole quand ils viendront devant vous. Demandez à juger sur pièce et sur place. Demandez les chiffres des économies. Quand on vous envoie des grands mots en disant il y aura des centaines de milliards, demandez de prouver ligne à ligne. Combien vous supprimez? Quelle agence vous supprimez? Il ne s'agit pas de dire il y a trop d'agences. Oui, on le sait qu'il y a trop d'agences. Lesquelles vous supprimez? Qui a le courage de dire qu'il faut supprimer France Travail? Moi, je le dis. Il faut supprimer France Travail. Qui a le courage de dire qu'il faut supprimer l'ARCOM? Moi, je le dis, il faut supprimer l'ARCOM. Sur l'ARCOM, on inscrira dans la loi, ce ne sera pas le Far West, on inscrira des obligations dans la loi et ensuite, si quelqu'un viole la loi, il ira devant un tribunal, comme pour n'importe quel délit. Pour le code de la route, on n'a pas dit qu'on allait créer le Haut Conseil au respect du code de la route. Vous faites un dépassement de vitesse, vous allez devant un tribunal. Même chose demain avec l'ARCOM. On n'a pas besoin de créer des agences de tout. Qui vous dira il faut supprimer l'ANA? Il faut supprimer MaPrimeRénov', alors que beaucoup en bénéficient. Mais il faut savoir expliquer que l'argent qu'on arrêtera de leur donner en subvention, c'est également l'argent qu'on arrêtera de leur prendre en impôts. Jugez sur pièce. Il faut que les gens viennent avec des documents qu'ils vous disent « Allez voir ». Moi, je vous invite déjà à aller voir le programme pour la France.fr. Vous pouvez voir ce qu'on publie. J'ai publié un contre-budget. Je n'ai jamais vu, vraiment sans aucune prétention, je n'ai jamais vu de tels détails chez mes adversaires ou parfois chez mes concurrents. Jamais. Sur le fait d'être deux à défendre la parole libérale. Mais encore heureux, vous imaginez, David Lisnard a été seul pendant longtemps. Moi, je me suis sentie seule pendant longtemps ces 2 dernières années quand j'étais la seule sur les plateaux à attaquer la taxe Zuckman parce que la classe politique avait peur d'y aller, parce qu'ils voyaient que 82% des Français étaient pour la taxe. Donc ils se disaient, on veut pas être du côté des pauvres 18%. Et moi, je me disais, mais si je n'y vais pas, demain, ce sera 90, puis 95 et puis 100%. Si le socialisme n'a pas d'adversaire, mais le socialisme se répand partout. Donc, c'est bien qu'on soit deux. Ça n'est pas suffisant, il en faut encore d'autres. Les libéraux ne doivent pas craindre la concurrence. Au contraire, on doit la chérir. C'est positif, la concurrence. C'est bien que certains, chacun dans son couloir, avec l'intelligence de savoir qu'il ne faut pas s'attaquer et qu'il faut savoir se rassembler au moment fatidique, mais c'est positif, la concurrence. Ça nous pousse tous à être meilleurs. Moi, ce que je reproche parfois à d'autres partis, notamment un parti très hégémonique, c'est de vouloir être un monopole. Vous avez compris, 2 secondes, vous avez compris que je citais le Rassemblement national. Ils ont eu l'habitude d'avoir une rente monopolistique depuis des décennies et maintenant ils veulent bénéficier de cette rente monopolistique. Mais qui dit monopole en économie comme en politique dit prix beaucoup plus cher pour un service beaucoup moins bon. Il faut de la concurrence, c'est positif. Si vous avez des gens dont vous savez qu'à la fin ils se tiendront droit et qui sauront choisir leur camp, c'est pour ça que je vous rappelais le désistement face à Madame Dati. Savoir faire son devoir, c'est essentiel et il faut voter pour des gens dont vous pouvez avoir l'assurance qu'ils choisiront leur camp et qu'ils ne diviseront pas la droite, la conduisant à la défaite. Question. Allô. On prend 2 questions à la fois. Allô, allô. Oui, bonsoir. Yves Rousséroir, je suis ancien député et maire honoraire de Ménère, un petit village du Vaucluse. Mais j'ai été autre chose. J'ai été aussi dans l'action entrepreneuriale et producteur de cinéma. Je salue d'ailleurs mon ami Alain Terzian, ici présent. Bon, moi j'ai écouté vos paroles. Je ne peux pas être contre le libéralisme. Je suis à fond pour le libéralisme. Mais vous semblez ignorer, à travers vos promesses, que lorsque vous serez au pouvoir, il y a la force des syndicats qui, en France, est terrible. Avec 8% des salariés syndiqués, ils font la loi ou ils inspirent la loi. Et je me demande comment vous ferez, parce que ça, c'est un élément auquel vous ne pouvez pas vous opposer aussi facilement. En 2 mots, fin des subventions aux syndicats. C'est le tour de David. Pardon, c'était vraiment en 2 mots. Et référendum pour légitimer chacune de nos décisions et que demain, lorsque vous avez des manifestations, les manifestants ne manifestent pas contre un président seul dans son bureau, mais contre le peuple français tout entier. Donc rendre nos décisions populaires pour les faire adopter au maximum par référendum et contourner ces pouvoirs de blocage pour les délégitimer. Bon, dernière question. Cher ex-collègue, ce que je vais dire est contre-intuitif, mais je dis ce que je pense tout le temps, partout, y compris contre la taxe Zuckman à l'époque.
Depuis le CPE, la rue n'a jamais empêché une réforme, contrairement à ce que tout le monde croit. Jamais. Alors vous me direz, il n'y a eu que des réformettes. Nous sommes d'accord. Des pseudo-réformes, mais qui ont mobilisé des centaines de milliers de personnes, voire des millions de personnes. Des réformes mal amenées, sans légitimité électorale précédente, parce que le sujet est là. C'est pourquoi les campagnes électorales doivent permettre de tout dire avant, pour essayer de faire après. Je suis absolument convaincu que, contrairement à ce que l'on croit, d'abord, il y a beaucoup plus de capacités réformatrices en France que ce que l'on veut dire, et qu'ensuite, la rue, regardez la réformette des retraites. Ce n'est pas les syndicats et la rue qui ont vaincu la réforme des retraites. C'est la compromission politicienne. Voilà, de personnes qui s'accrochent au pouvoir, qui sous le vocable de « en responsabilité », dès qu'on le sort, on sait qu'il n'y a aucune responsabilité, d'une fausse sagesse qui n'est que le faux-nez de la lâcheté et de la paresse, pour rester au pouvoir il y a 6 mois, et pour faire adopter un budget socialiste, M. Faure a décidé qu'il n'y aurait plus la réforme des retraites. Mais ce n'est pas la CGT. La CGT, elle avait été vaincue. Tous les responsables syndicaux que l'on connaît avaient passé en perte et profit la réforme des retraites. Donc, en réalité, il manque, pour que vaincre face aux obstacles, le prêt-à-penser, la terreur parfois de certains médias, la rue, il faut du courage. Il faut de la clarté, il faut dire les choses avant. Alors moi, j'aime pas le terme de promesse parce que promesse, ça renvoie à des enfants. Moi, je parle entre adultes, mais Emmanuel Macron n'avait rien dit sur les retraites en 2022. Il n'avait rien dit sur rien, d'ailleurs. Sur rien. Bon. Et avant, il avait tout dit sur tout, mais de façon contradictoire. Donc, c'est ce qui a créé aussi l'énervement populaire. Ce que l'on disait au début, sur le fait de montrer que la réforme, elle rapporte, elle enrichit les habitants. D'utiliser effectivement le début de la légitimité post-électorale et la dynamique qu'il y a dans les premiers mois, d'utiliser le référendum. J'ai prononcé un discours il y a 10 jours sur le sujet et qui est en ligne et qui va très loin en la matière. Et puis, pour revenir sur le tout début de notre réunion, ce qu'disait Frédéric Dabi, je parcours le pays pour différentes raisons. Et j'ai pas de logistique, j'y vais en train, en voiture, il n'y a pas de pimpon, voilà, avec mes moyens. Bon. Je visite des entreprises, je vois des élus locaux, je vois des gens du pays réel. Le pays, il est réel, c'est souvent, il est libéral, c'est un monsieur ou madame Jourdain du libéralisme. J'étais la semaine dernière dans la Sarthe, discuter avec des ouvriers, des apprentis de scierie, de la filière bois, en tout cas ce qu'il en reste, des jeunes gens qui tous spontanément me disaient il y a trop de charges, on coûte trop cher à l'employeur, pour ceux qui étaient titulaires, et on veut gagner plus. Et ce que vous dites, ça nous intéresse. Je n'ai jamais eu de problème à expliquer la retraite par capitalisation et à montrer le gain que cela représente pour les futurs retraités, pour les pays en nous permettant de nous doter enfin de la puissance capitalistique, notamment pour les ETI nécessaires, etc. Quand j'ai rencontré des ouvriers de la boulangerie, des travailleurs pauvres, etc. Le problème, c'était sur des plateaux télé. C'est-à-dire que j'ai l'immense conviction qu'il y a 2 forces aujourd'hui en France. Il y a la violence qu'on retrouve notamment à l'extrême gauche, et il y a 3 gauches qui sont très présentes. La gauche socialiste qui est présente jusqu'à la droite, et notamment au RN, qui a beaucoup de socialisme dans sa doctrine, mais qu'on retrouve à LR, qu'on retrouve partout. Là, je suis parti d'ailleurs. La gauche que je respecte, mais que je combats intellectuellement. Je ne suis pas socialiste, voilà, mais je respecte quelqu'un qui est socialiste, il n'y a pas de sujet. La gauche wokiste, qui a fait donc des bobos urbains de la déconstruction occidentale, qui sont les idiots utiles des islamistes, et que l'on a vu dans les débats, et notamment dans les débats sur le Moyen-Orient, et qui est très puissante, cette gauche wokiste, et que Mélenchon a su capter. Et puis la gauche progressiste, alors je trouve que c'est un compliment, parce que le mot progrès reste un joli mot, mondialiste. Voilà. Face à cela, il y a 3 droites. Il y a la droite libérale, il y a la droite conservatrice, et c'est très symétrique. Et il y a la droite souverainiste. Moi, j'essaie de proposer, d'avoir un projet politique qui nous permette d'aller vers le haut sur ces 3 droites. Oui, souverainiste, pourquoi, Sophie? C'est-à-dire que je pense qu'on apporte une mauvaise réponse.
en l'occurrence. Mais même sans ça, je t'aurais entendu. Mais j'en apporte une mauvaise réponse. C'est-à-dire que la souveraineté française, pour moi, ne vient pas des lignes Maginot qui n'ont jamais marché. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut la naïveté. Moi, je suis En fait, je libéral. sais pas très bien ce que c'est que le souverainisme. Mais tu as raison d'ailleurs. Mais il faut l'équilibre. Le commerce, c'est de lutter contre les distorsions de concurrence. Ce sont les libéraux qui ont inventé les lois anti-monopole. Ce sont les libéraux qui ont inventé les lois anti-distorsion de concurrence. Et lorsqu'il y a du dumping, eh bien évidemment, on doit se protéger. De même qu'on doit être contre la guerre, mais de temps en temps, il faut savoir faire la guerre. Donc de temps en temps, il faut des mesures protectionnistes pour essayer, provisoires et circonstancielles, pour aller vers des échanges équilibrés. Ça, c'est logique. Mais le mot en je m'en méfie beaucoup. Donc, d'arriver à dire qu'on sera les derniers décideurs, c'est quoi? C'est la subsidiarité. On décidera de notre destin parce qu'on aura une puissance économique, parce qu'on aura trouvé un modèle social qui fonctionne, parce qu'on aura une école enfin de haute qualité pour tous et pas que pour les plus privilégiés. Le système égalitariste a amplifié les inégalités sociales de façon inconsidérée. Voilà, personne dans la salle ne respecte la carte scolaire. Et on fait des écoles, des ghettos, où on sacrifie les gamins les plus intelligents des milieux pauvres et des milieux immigrés, et qui veulent s'en sortir, et où il y a plein de gens très bien. Voilà. Et donc, tout cela, c'est pour ça qu'il faut une proposition cohérente, mais en portant une parole claire, telle qu'on essaie de le faire ici, en assumant, en acceptant d'être impopulaire provisoirement, mais sans chercher à séduire, mais en essayant de convaincre. Moi, il y a plein de gens à Cannes qui sont pas d'accord avec moi. Je fais plus de 80% dans des bureaux de vote qui votaient RN, Fronat à l'époque. Hein, on a bien rabaissé là, et à gauche. Pourquoi? Il y a plein de gens, parce qu'ils savent qu'ils sont pas d'accord avec tout, mais je me fous pas d'eux. Okay, qu'il y a une vision cohérente et globale. C'est pourquoi il est très important aujourd'hui qu'effectivement on porte ce projet, on le fasse entendre, on le fasse gagner, parce qu'autrement, on va vers de la violence. Le danger de la France, c'est certes un déclassement et une déliquescence qui est en train de s'accumuler, mais c'est la violence. Et la violence, elle sera provoquée soit par les agents du chaos, dont LFI, l'extrême gauche, soit par des dirigeants qui se feraient élire par des habiletés et par des discours de circonstance, et ce qui est exactement ce que disait Sarah Knafo à l'instant, elle a tout à fait raison, mais qui, une fois au pouvoir, continueraient de faire une politique ambiguë, céderaient devant l'obstacle. Lorsqu'ils sont, lors d'une interview au Figaro ou à CNews, sont de droite, mais lorsqu'ils sont sur France Inter, ils sont de gauche. Ça, moi, je ne supporte plus. Voilà, je ne supporte plus. J'irai au bout, je joue collectif, il n'y a aucun problème, cher président. Je joue l'épopée collective, zéro problème. J'essaie de pas avoir de, il n'y a pas d'a priori. Je prends, si Jean-Luc Mélenchon tout d'un coup se découvre libéral et pour l'ordre et tout, qu'il vienne, pas de problème. Il y a zéro problème. Mais en ce qui me concerne, je ne participerai pas à une aventure hypocrite. Je ne participerai pas à une aventure qui propulserait le pays dans l'échec et dans la violence. C'est pourquoi il est très très important, on insiste beaucoup là-dessus, de dire le comment. Voilà, oui, comment on baisse les dépenses, quelles agences on supprime, comment on soulève le capot, comment on réécrit le droit, mais comment on crée de la confiance. Le nombre de fonctionnaires qui me rejoignent à Nouvelle Énergie, les magistrats qui m'alimentent, qui disent mais vous avez raison là-dessus. Et effectivement, il y a une irresponsabilité. Le nombre j'ai ici le préfet Castanet, que je salue, qui est mon directeur de campagne, voilà, fait partie de ces préfets qui défroqués maintenant, donc, à partir du moment bientôt, et voilà, et donc, si vous voulez, le pays réel est prêt à être cristallisé autour d'un projet de redressement. Les retraités ne sont pas arc-boutés sur l'indexation de la retraite. Ce qu'ils veulent pas, c'est se faire gruger, c'est-à-dire qu'on leur pique leur retraite pour alimenter un système qui est mort et pour sponsoriser l'oisiveté. En revanche, si les retraités ont conscience que l'argent de leur retraite sert aux jeunes générations, ils seront tout à fait d'accord, non pas pour un sacrifice, mais au moins pour un effort. Ça, j'en suis absolument convaincu. Ce discours-là, je le tiens devant mes retraités cannois. Ma chère Sophie de Menton. Eh oui. Et je le dis avec le sourire. Voilà, vive la souffrance. Je progresse à votre contact. Je crois que je serai la dernière question du coup. Non, dernière, monsieur. Vous n'aurez pas le dernier mot. Pardon, non, monsieur le ministre, sera très bien. Franck Alizio, député des Bouches-du-Rhône, chère Sophie, chère Sarah, cher David, je ne pouvais pas ne pas poser la question. Je pense que c'est même quelque part mon devoir, et Frédéric Dabi m'a tendu la perche tout à l'heure. Une élection, évidemment, c'est ouvert,
parle sous le contrôle de David, tant au premier tour qu'au second tour. J'en connais quelque chose à Marseille. Et donc, nous ne savons pas ce qui va se passer, évidemment. Et pour l'instant, le second tour est complètement, voilà, tout à déterminer. Et je pense qu'autour de cette table, sauf surprise, personne ne souhaite la présence de Jean-Luc Mélenchon au second tour. Pour autant, si à Dieu ne plaise que Jean-Luc Mélenchon se hisse au second tour face à la candidate ou le candidat du Rassemblement national, ma question est simple, que feriez-vous ? Moi, je vais voter pour moi au second tour. Et non, mais je vais vous répondre. Facile. Non, Elle est facile, monsieur le maire. Deux. Si demain, moi j'ai déjà répondu à ça, donc je voterai pour tout candidat contre Mélenchon, tout candidat, quel qu'il soit. Voilà, Rassemblement national, centriste. Voilà. Non, mais je l'ai dit, je le redis, je l'ai dit sur des médias. Il y a zéro ambiguïté. Pour moi, le néofascisme aujourd'hui, il est chez Mélenchon. C'est une certitude. Voilà. Je ne souhaite pas que vous gagniez non plus les élections, parce que je ne pense pas que vous portiez la cohérence qu'il faut pour notre pays. Je ne pense pas qu'on puisse être à la retraite à 62 ans. Je ne pense pas aujourd'hui qu'on puisse... j'arrête là. Mais, donc, je voterai contre tout candidat face à Jean-Luc Mélenchon, quel qu'il soit. Je ferai en sorte que le candidat... D'abord, j'aimerais éviter que Jean-Luc Mélenchon soit au second tour. J'espère qu'il y aura une gauche respectable qui l'emportera. Ce ne sera pas avec Alice au Pays des Merveilles qu'on a vu, M. Glucksmann, qu'on a vu récemment, parce que face à Alice au Pays des Merveilles, c'est toujours Staline qui gagne aux élections. Il ne faut quand même pas l'oublier. Mais en l'occurrence, ce que j'aimerais aussi, c'est que vous disiez, que vous soyez aussi clair que ça. Que moi je suis clair aujourd'hui. J'aimerais que le Rassemblement national soit clair sur ces questions-là aussi. Voilà. Parce que moi, en l'occurrence, je suis clair. Je suis totalement d'accord avec ça. J'ai une ligne de conduite, c'est que je vote toujours pour le candidat le plus à droite lors des seconds tours. Donc je pense que la réponse est claire. Même si le Rassemblement national, parfois malheureusement, n'est pas à droite, refuse la droite, rejette la droite. En revanche, face à Jean-Luc Mélenchon, il ne fait aucun doute, et si on a été prêt à le faire face à Emmanuel Macron, évidemment que la réponse coule de source face à Jean-Luc Mélenchon. J'aimerais quand même rappeler que si on en est là aujourd'hui, c'est que et les LR et le RN n'a pas su avoir cette attitude responsable depuis les 10 dernières années. Et j'aimerais rappeler qu'en 2012, lorsque Nicolas Sarkozy était face à François Hollande, Marine Le Pen a refusé de choisir. Elle a refusé d'appeler à voter pour Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, aujourd'hui encore, dit que c'est de sa faute, vu qu'il manquait que quelques voix pour qu'il puisse gagner contre François Hollande. Aujourd'hui encore, il dit que c'est de la faute de Marine Le Pen s'il n'y est pas parvenu. Et j'aimerais dire que la faute ne repose pas que sur Marine Le Pen, mais également sur les LR, qui à 20h02 ont à chaque fois appelé à voter Emmanuel Macron contre le Rassemblement national, parce qu'il voulait faire le fameux cordon sanitaire. On pourrait dire que c'est derrière nous, mais ce qu'on est en train de voir, c'est qu'aujourd'hui, certains LR continuent dans cette voie que je considère mortifère, et on l'a vu également pendant la dissolution, où ils n'ont pas su appeler à voter pour les candidats de droite lors des seconds tours. Maintenant, ce que je dis, c'est que si on veut que les choses changent, il faut mettre en tête les candidats qui, eux, encore une fois, sauront toujours choisir entre leur gauche et leur droite. Toujours. Et dernier élément sur Jean-Luc Mélenchon. Je veux dire peut-être quelque chose d'impopulaire. Moi, je considère que ça n'est pas du tout dramatique de gagner contre Jean-Luc Mélenchon. Au contraire, ça offre un mandat extrêmement clair pour faire tout ce que nous voulons faire. Et nous avons vu, comme c'était mortifère pour la démocratie, d'avoir une fois de plus des clivages qui n'étaient pas clairs prétendument entre les élites et le bloc populaire ou les mondialistes, etc. Quand on a eu Marine Le Pen contre Emmanuel Macron, on a vu que ça ne permettait pas de trancher les grandes questions. À la fin, on ne savait pas exactement pourquoi on votait. Il y avait un barrage, mais vous aviez un électorat tellement hétéroclite qui se rejoignaient pour faire un barrage républicain, qu'à la fin, Emmanuel Macron n'avait pas de véritable mandat. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2022, son premier discours, la première phrase de son discours quand il gagne, il dit « Maintenant, j'aimerais m'adresser aux électeurs de gauche pour leur dire « Je sais ce que je vous dois ». C'était sa première phrase. On voit ce qui s'est passé depuis 2022. Il n'a rien pu faire. Il n'a pu mettre en œuvre aucune réforme. Et la seule réforme qu'il avait mise en œuvre, la réforme des retraites, il l'a abattue, comme on a vu, avec le Rassemblement national, avec d'autres partis, mais ils ont contribué à détricoter la seule chose qu'il avait pu faire. Ça, c'est dramatique. Donc avoir un véritable mandat et réussir à battre Jean-Luc Mélenchon au second tour, c'est peut-être la meilleure des choses qu'on puisse espérer. Et dernier élément, si Jean-Luc Mélenchon est fort,
c'est parce qu'il y a des forces dans la société qui lui permettent d'être fort. Et il ne faut pas confondre l'outil politique avec la réalité démographique de ce qui se passe dans notre pays. La politique a un effet cathartique, c'est-à-dire qu'elle purge les passions. Si vous avez un débat politique, en principe, ça peut empêcher que la violence ne se solde par des violences physiques dans la rue. Donc Mélenchon ne fait que révéler quelque chose que nous avons, l'État français a lui-même laissé advenir sur notre sol. Il se retrouve à être le porte-parole de masse que l'État français a accepté d'accueillir. Donc c'est bien beau aujourd'hui d'accuser le messager, mais posons-nous plutôt la question de la cause. Et vous connaissez cette phrase de Bossuet qui dit « Dieu se rit des hommes qui chérissent, qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes ». Il ne faut pas chérir la cause et en voir aujourd'hui les effets. Et c'est aussi pourquoi il faut avoir une politique régalienne extrêmement forte. C'était pas le sujet du débat aujourd'hui, mais je veux quand même vous dire qu'aujourd'hui, la lutte contre l'immigration est devenue le sujet le plus consensuel de France. Le sujet n'est clivant que parmi la classe politique et médiatique. Ça clive chez Libération et chez France Inter, c'est consensuel partout dans le pays. 83% des Français se prononcent pour une immigration négative. C'est la dernière proposition d'Éric Zemmour, le sondage date d'avant-hier. 69% des électeurs de gauche sont pour une immigration négative, c'est-à-dire arrêter d'accueillir et expulser ceux qui sont délinquants et criminels et qui sont déjà là. 69% des électeurs de gauche. Ça devrait tous nous réjouir. On a une majorité extrêmement large pour mettre en œuvre ce programme et c'est celui que les Français attendent. Gilles de Robien, bientôt retraité, 85 ans. Merci Sophie de réunir deux personnalités aussi attachantes et bien structurées. Je voudrais faire appel à un souvenir et poser une question un peu délicate pour deux candidats éventuels, potentiels, à la présidence de la République. Le souvenir, c'est que lorsque nous avons eu la chance qu'on a provoquée, de conquérir une ville communiste de 130 000 habitants, à Amiens, communiste depuis 20 ans, Amiens, eh bien, nous avions effectivement bâti un projet, mais proposé des solutions ou des moyens ou des chemins audacieux. Et parmi ces moyens audacieux, comme les communistes auparavant, alors que nous étions à un temps légal de travail de 39 heures, les communistes avaient passé ce temps de travail pour tous les fonctionnaires à 35 heures, eh bien nous avions promis dans notre programme de repasser à 39 heures. Nous avons évidemment gagné. Donc, vous voyez, avec des propositions qui peuvent apparaître extrêmement risquées, on mobilise plutôt, on clive, on mobilise et finalement on peut gagner. Et après cela, eh bien, nous avons pu dégager 90 millions d'autofinancement annuel pour investir à peu près le double, c'est-à-dire 200 millions annuels dans la ville. Et pardon, monsieur le ministre, oui. les 35 heures... C'est pour le souvenir. Les 35 heures, c'est vous qui l'avez proposé, mais sur la base du volontariat. J'ai jamais proposé 35 heures. Nous avons proposé dans une loi qui s'appelait la RTT, nous avons proposé la flexibilité pour les entreprises. J'ai d'ailleurs eu un témoignage ici d'une entreprise qui l'avait appliquée avec bonheur. Cette flexibilité, effectivement, passait par une certaine réduction du temps de travail choisi par les partenaires sociaux et par le patron. Et dans ce cas-là, la récompense était la baisse des cotisations sociales, à condition d'embaucher autant de salariés nouveaux qu'il y avait de pourcentage de baisse du temps de travail individuel. C'était autre chose que les lois Aubry. Et j'arrive, merci Sophie, m'avoir rappelé ce souvenir, qui était plutôt un souvenir heureux, puisque en 1 an et demi, en gros, on a créé 60 000 emplois et on en a sauvé 50 000. Et après ce souvenir, moi je voudrais poser la question très simple. Est-ce que vous êtes prêts à revenir sur les 35 heures dans la fonction publique? Oui. Ben oui, mais il faut l'annoncer, il faut trouver des moyens de le faire savoir, parce que ça clive, il y aura forcément un débat, il y aura beaucoup de contre, et si vous tenez la route longtemps pendant tout ce débat-là, je vous assure que ça mobilisera en votre faveur des électeurs. Alors c'était en 2 mots, c'était dans mon programme pour la ville de Paris. Ce serait déjà bien que les fonctionnaires de la ville de Paris travaillent plus que 32 heures. Et plus de 100 jours par an, mais on va pas être trop taquin. Certains font leur travail, mais pas tous. Donc oui, c'était tout à fait dans mon programme annoncé. Je l'ai beaucoup défendu. On m'a beaucoup attaqué dessus, mais je considère que ça n'est que justice. Et c'est absolument, ça fait des économies qui sont massives et c'est absolument nécessaire.
et l'égalité entre le privé et le public, car les jours pour faire garder un enfant, par exemple, vous avez un enfant malade, vous avez droit à 3 jours dans l'entreprise, 5 jours dans le public. Peut-être qu'ils ne savent pas garder leurs enfants, qu'il faut plus longtemps. Ce qui est sûr, mais il y a une inégalité flagrante en faveur du public. Il faut libérer tous les facteurs de production. Donc il faut libérer le capital, on l'a évoqué tout à l'heure, avec les impôts de production, et il faut libérer le travail. Nous, ce que nous proposons, c'est déjà de renverser la hiérarchie des normes au profit des accords d'entreprise. Déjà, ça, c'est fondamental. Et c'est ce qui va permettre d'avoir un dialogue social à la base et d'être beaucoup plus pragmatique dans l'organisation du travail. Ensuite, les 35 heures, c'est pas que la fonction publique, elles doivent disparaître partout. Alors, plus personne ne veut revenir en arrière parce que c'est trop compliqué. Sauf qu'il faut bien augmenter le volume de travail. Ça passera pas que en faisant plus travailler les seniors, etc. Donc, là-dessus, ce qu'il faut, c'est que la durée légale de 35 heures disparaisse comme durée légale. D'ailleurs, c'est ce qu'on proposait avec François Fillon à l'époque. Et qu'elle reste comme elle ne reste que comme seuil technique qui permet de calculer les heures majorées. Voilà, c'est comme ça qu'on doit raisonner. Et ce qui va créer beaucoup plus de souplesse, d'adaptabilité et de liberté. La liberté contractuelle doit devenir la base. On doit avoir un contrat unique. Aujourd'hui, je cherchais les chiffres, les CDI représentent 82% du stock d'emploi. Mais les embauches se font à 87% en CDD. Ça signifie quoi? Ça signifie simplement que des deux côtés, on veut plus de souplesse. Tout simplement. Donc, instaurons définitivement la souplesse avec un contrat de travail unique qui permet d'asseoir les droits à l'indemnisation chômage sur la durée de la réalité du travail avec un plafond et un plafond et une indemnité maximale qui doit être de 6 mois, sans faire période de récession, c'est-à-dire de 2 trimestres consécutifs de baisse, où là, on doit accompagner plus les gens qui sont en difficulté sociale. Voilà quelques-unes des mesures que l'on propose. Il faut réécrire totalement le Code du travail. Quand on me dit qu'il ne faut pas réécrire le Code du travail, mais c'est aberrant. 80 pages en Suisse, vous en avez 300 en Allemagne, vous en avez 3800 en France. Est-ce que le salarié allemand ou le salarié suisse est moins protégé que le salarié français ? Non, sauf qu'on passe des heures et des heures dans les contradictions normatives. Et il faut ajouter qu'on a détruit peu à peu le salarié en France. Quand on a des jeunes qui arrivent, ils disent « je me mets à mon compte parce qu'il ça leur coûte moins cher en charge sociale, ça coûte moins cher à l'entreprise, et ils préfèrent ça de loin, de plus en plus, ou de des moins CDD en moins de salariés, avec des pauses, ce qui est assez dangereux dans le rapport à l'entreprise. Bien sûr, et ça fausse le jugement des jeunes. Donc c'est absolument fondamental, puisque on va avoir, on a un mur d'investissement devant nous. On parlait des climatiseurs, mais c'est vrai dans tous les domaines. Les infrastructures. L'État doit retrouver son rôle d'aménageur du territoire. Vous voyez, ça va vous surprendre, mais moi c'est une conviction très profonde chez moi. Il faut totalement créer de la subsidiarité, de la décentralisation, mais sur les grandes infrastructures, on doit avoir une puissance publique d'État qui investit sur les grands équipements structurants, les grands ports, les grandes routes, etc., les grands réseaux. C'est absolument essentiel. Donc il faut du travail et il faut du capital. Et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. J'alerte solennellement toutes les personnalités de haut niveau qui sont forcément ici sur les risques sur les marchés des capitaux dans les prochaines années. La guerre du capital va être terrifiante, et aujourd'hui tout part aux États-Unis et tout va partir aux États-Unis. Et ça sera de plus en plus vrai. Et en Chine, vous pourrez avoir les règles que vous voulez protectionnistes. Quand Geely Holding va dire regardez ce que j'ai fait chez Volvo, ça a permis de sauver des usines et ça marche, eh bien je vais racheter Renault. Quand Renault sera racheté par Geely, voilà, je pose la question. Et vous pourrez faire ce que vous voulez avec vos mesures protectionnistes. Vous verrez, si vous n'avez pas une rentabilité du capital, si vous n'avez pas des private equity qui peuvent bénéficier des retraites des Français, si vous n'avez pas des fonds d'investissement français et européens, tout le reste, ce seront des lignes Maginot, des mesures de tigre de papier. C'est pour ça que ce que je propose, que nous proposons avec Nouvelle Énergie, c'est vraiment une réorganisation profonde de notre appareil productif, tout simplement pour permettre à ceux qui veulent bosser et investir de pouvoir le faire avec rentabilité. Moi, j'ai des gosses. J'ai deux préoccupations. C'est un, que la France retrouve sa grandeur. Voilà. Et deux, que mes enfants puissent se projeter en France. C'est-à-dire que mes filles puissent se dire j'aurai mon projet en France et je pourrai me balader où je veux sans me faire importuner, et mes garçons sans se faire casser la gueule dans la rue. C'est ça qui doit nous motiver. C'est pour ça que je m'engage, moi. Le reste, bravo. Et pour la culture, cher monsieur Terzian, une grande terre de culture. Juste, en une phrase, ça va être compliqué. que nous demandez-vous
pour que nous vous aidions et pour que ces idées que nous partageons soient dominantes en France. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ? Vas-y, comme tu veux. Alors, en dehors de filer du fric à vos partis. Voilà, j'allais dire adhérez, faites des dons. C'est vraiment Je fondamental. vais vous épargner la partie financière, mais bien sûr, si vous voulez être généreux, vous en avez absolument le droit. Le devoir moral, mais bon, on va pas non plus vous culpabiliser. Bref, en tout cas, si vous voulez travailler à nos côtés, je pense que certains d'entre vous, on a déjà pu échanger lors de la dernière fois pour la campagne municipale, et je me souviens que beaucoup voulaient s'engager pour travailler sur le fond pour la campagne présidentielle qui s'annonce. Alors sachez que à la fin, je serai tout à fait disponible avec mon équipe pour pouvoir garder le contact. J'annonce également que je sors mon premier livre le 3 septembre prochain, que ça te parlera d'économie et que j'espère donc qu'avec ma chère Sophie de Menton, on pourra dire jamais 304 et que je reviendrai vous parler de ce livre, échanger avec vous. En tout cas, il y a une très belle année qui s'annonce. Pour ceux qui sont passionnés de politique comme vous, c'est un véritable moment d'engagement, de dépassement de soi, de combat pour notre pays, pour nos idées. Donc si vous voulez vous engager à nos côtés, je me ferai un grand plaisir pour vous accueillir dans l'équipe. Voilà, merci à vous. Vous êtes, pour beaucoup d'entre vous, donc vous, quasiment tous vivez ici ou en région parisienne, à Paris, vous avez des contacts dans le monde entrepreneurial, dans le monde syndical, dans le monde médiatique. Il est absolument fondamental, je crois, de mener la bataille des convictions et des idées, de ne rien lâcher dans tous vos contacts, sur les réseaux, dans les discussions, dans les dîners, dans les déjeuners, dans les interviews que vous pouvez faire, de ne pas nous laisser disqualifier, de ne pas nous laisser enfermer dans des tiroirs en disant regardez, ils sont libéraux donc ils vont manger les enfants des pauvres. Voilà, hein. De dire que non, les salariés les plus pauvres ont intérêt à venir vers nos idées, à ce qu'on soit au pouvoir. De dire, et c'est très important, de dire que tous ceux qui sont victimes de l'égalitarisme, de l'étatisme ont intérêt à venir vers nous. De dire tous ceux qui ont du patrimoine et qui veulent le transmettre, qu'ils ont intérêt à venir vers nous. Parce qu'effectivement, on va modifier totalement la fiscalité sur les successions, etc. À dire aux immigrés récents, pauvres, qui aiment la France, pour ceux qui aiment la France et qui sont venus pour des bonnes raisons, que voilà, chez nous, à Nouvelle Énergie, on est universaliste. Chacun a sa place dans la République française à condition d'en embrasser les valeurs et d'en respecter les devoirs, tout en assumant évidemment les droits. C'est extrêmement important, voilà, de s'adresser au pays réel d'aujourd'hui. Le pays réel d'aujourd'hui, ce n'est pas celui des 30 Glorieuses. On peut le déplorer, le regretter. En tout cas, c'est une réalité. Il a d'énormes potentiels, ce pays réel. Il peut être très beau, ce pays réel. À condition qu'on sache parler à tout le monde. À tout le monde. Ceux qui ont du patrimoine, ceux qui n'en sont pas, ceux qui sont natifs, ceux qui viennent d'ailleurs. Leur dire, aimez la France. Soyez les dépositaires de la grande culture française. La France, dans le XXIe siècle, a tout pour être un pays qui rayonne, un pays qui prospère, tout, parce que nous avons la créativité. Tous ceux qui partent à l'étranger, soit qui ont fait des grandes écoles, soit qui sont autodidactes. Moi, j'ai pas mal de jeunes autodidactes qui montent des concepts dans l'événementiel, dans la restauration autre, à l'étranger, cartonnent, marchent très très bien. Il y a un génie français. Donc c'est ça qu'il faut dire partout, rayonner. Et puis évidemment, n'hésitez pas à acheter mes 4 livres. Dans lesquels on parle aussi d'économie. Le dernier s'appelle « Ainsi va la France, manifeste libéral ». L'avant-dernier, c'était avec Christophe Tardieu sur les leçons de Pompidou. Un autre, « La culture de nos souverains ». Un autre avec Jean-Michel Arnaud sur contre l'incivisme. Et puis le livre de Quentin Auster qui est présent dans la salle qui s'appelle « Et si c'était lui ?» Et c'est ma trombine qui est le lui en question. Voilà. Merci à vous tous et bravo, Éthique. Merci.